Owen présente Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. De sport, méfiez-vous, parce qu'Antoine, ça le bouleverse. Qu'est-ce qui t'embête là? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui t'a fait de la peine en fait? C'est que voilà, notre chère Pauline Saint-Yves qui fait les journaux a rappelé l'élimination de l'Olympique de Marseille hier soir. Et pour tout vous avouer, je me suis endormi hier et l'OM menait 2-0 était qualifié. Et je me suis dit, je vais me réveiller demain matin, être en forme pour l'émission. Parce qu'il faut être en forme, on est sur un marathon. Ouais. Et j'ai appris que l'Olympique de Marseille était éliminé. Donc ça m'a un petit peu chagriné, mais le fait d'être ensemble m'a remonté le moral. Ah merci. Et on a eu un orage en venant avec des grêlons aussi. La DS jaune, on était très inquiets. On s'est dit, si jamais c'est des grêlons, on est blessé à la tête, hein, tellement ça tombait fort. En Corrèze, il y a des orages, il y en a un petit peu partout en ce moment. Et donc Antoine qui est là, c'est lui qui fait tout. Je reprécise les choses. Hier au musée Chirac, installation, il installe, il vérifie si Internet fonctionne. Non, je suis sérieux en plus. Il a 21 ans. Et avec des orages, des fois, c'est pas toujours évident. Voilà. Et il va faire un truc vachement bien. L'équipe de rugby française raconte le tour de ce qui va se passer avec le rugby. On va dans quelques jours sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, on va suivre toute cette Coupe du Monde qui va avoir lieu en plus dans notre pays, en France. C'est la première fois que la France va vraiment organiser une Coupe du Monde, et surtout qu'on a les chances de pouvoir aller au bout. Donc Sud Radio va vous faire vivre ça et puis on va la suivre vraiment en intégralité, en inside cette équipe de France là, avec du lundi matin à 6h du matin jusqu'au dimanche soir 23h. Plein de rendez-vous sur la Coupe du Monde de rugby avec toutes les équipes de Sud Radio qui seront mobilisées, un dispositif exceptionnel. Et le leader des équipes, évidemment, c'est Antoine Mazer qui est là. C'est Antoine qui va suivre tous les matchs des équipes. Allez voir les gars, avant, après, alors c'était bien, etc., etc. C'est top, non? Bah ouais, non, mais il mérite, hein. Vraiment, il est bien. C'est Nelly qui parle. Nelly, elle est donc maire de Curmont depuis combien de temps? Depuis 2020. Je suis bien passé, tac, de lui à vous. Vous avez vu, hein? Oui, tout à fait. Oh, j'essaie. En fait, je débute. Je voudrais faire une carrière à la radio, mais j'ai pas de piston, je connais personne, j'ai pas de réseau. Vous avez des réseaux, vous? Des réseaux. Réseaux, genre des mecs qui peuvent vous aider ou des femmes dans des conseils généraux, le président du machin. Évidemment, le conseil départemental notamment. R2D2, vous voulez dire? R2D2, pardon. Ah, d'accord. Non. Mais c'est pas évident d'arriver à... Non, à chaque fois je radote, je le sais bien, de faire des choses dans la ruralité, on va dire. À Paris, c'est comme un gros mot, la ruralité. Et c'est pas évident parce qu'il faut trouver l'argent et puis surtout les gens qui adhèrent à vos projets. C'est ça l'idée. C'est ça. Déjà, il faut bien présenter nos projets, savoir ce qu'on va réaliser. Et puis, on sait que déjà au niveau du département, on est très très bien épaulé. Ça, on sait exactement que le département va pouvoir nous aider par tous les moyens. Et ça, c'est vraiment un soutien très très profond pour nous. Alors, bien sûr, il y a l'État qui peut nous aider, bien sûr. Il y a la région. Mais on sait déjà que, de par les conventions que l'on mène avec le département, nous avons des conventions triennales, on sait que le département va nous aider sur tel ou tel projet sur 3 ans. Un exemple, par exemple, d'un projet qui était peut-être un peu compliqué, puis que vous avez réussi à mener à bien. C'est entre l'idée dans la tête, la petite réunion, la première, en disant on pourrait faire ça, et l'aboutissement, c'est 1 an, 2 ans, 6 mois, ça dépend de quoi, en fait? Alors ça dépend effectivement du projet lui-même. Par exemple, là, nous avons mis en place l'année dernière des toilettes sèches sur le parking que nous avons en haut de la commune. Ah, parce que nous sommes conscients de tout ce qui est environnement. Et donc, le département nous a bien aidés. Nous avons mis, on va dire, il faut bien compter 1 an, 1 an et demi. Le temps que ça se mette en place. Ça va encore. Voilà. Là, pour ça va. Mais là, nous avons un gros projet pour l'aménagement du bourg. Justement la place centrale, et là bien le temps d'obtenir toutes les subventions compte tenu du montant de l'opération qui est quand même assez élevé. Là ça va nous durer un petit peu plus longtemps. Donc l'aménagement du bourg, le bourg en question là où on est, donc Curmont, j'oublie toujours le nom, il est particulier. Bon, je parle de Blel, Haute-Loire, où on va toujours, qui est un plus beau village de France aussi, qui est assez facile dans la mesure où ça fait comme un œil. Si vous voyez un œil, dans le haut de l'œil, vous avez une rivière.
et dans le bas de l'œil, vous avez ce qu'on appelle le Vala, c'est un fossé en fait. Donc la vieille ville, entre guillemets, elle est à l'intérieur, et de l'autre côté de ce fossé, c'est la banlieue. Enfin, ça a été construit après. Mais en fait, c'est ovale, on va dire. Donc pour la circulation des touristes, par exemple, c'est très facile. On marche, on passe devant le monument aux morts, après on part une petite ruelle, tac, on arrive vers l'église, la place de l'église. Mais ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça monte et ça descend, c'est ça? C'est ça. Alors nous, le bourg de Curmonte, nous sommes sur un promontoire rocheux. Il faut savoir que la commune de Curmonte, elle a donc le bourg qui se situe sur ce promontoire, et tout autour, vous avez les hameaux, quelques hameaux qui dépendent donc de la commune. Et évidemment, pour accéder à Curmonte, c'est compliqué parce que nous ne sommes pas sur une route sur un axe routier important. Donc il faut monter ce promontoire rocheux, et ensuite, pour pouvoir accéder dans le bourg, sachant que nous avons un bourg qui est quand même assez médiéval, il faut aller au parking qui se situe tout en haut là du bourg, et là vous pouvez à pied accéder tranquillement dans les ruelles. Voilà, donc ce matin, désespéré par l'orage, angoissé, perdu, j'ai pris le sens interdit évidemment. Antoine, il me disait ça, sens interdit, je dis hein. Et donc doucement, je l'ai pris mollement, t'as vu hein, j'allais pas vite. Non, parce qu'en plus tu pouvais, parce que c'était de 9h à 20h et on est arrivé à 8h50. Ouais, c'est encore possible. Bon, ça va. Surtout qu'il a fait copilote depuis le début. Il me disait sous la rage, on avait un chiffon pour essuyer la buée dans la DS. Bon, c'est vrai que la ventilation c'est moins au point. Il me disait ça tourne à droite, ça tourne à droite, ça tourne à droite, ça tourne à gauche, ça tourne à gauche. Mais on est arrivé quand même. Mais l'orage, il était puissant, c'était magnifique. Ah vraiment, moi j'adore ça. Donc oui, c'est vrai que ça monte et ça descend, hein, mais c'est très très joli ici. Et vous avez 3 châteaux. C'est ça. Alors nous avons un riche patrimoine. 3 châteaux. Alors là, on n'est pas très loin de la place de la Barbacane. Donc sur cette place de la Barbacane, il y a 2 châteaux qui sont dans une même enceinte. Le château de Saint-Hilaire, qui est assez ancien, qui date du XIVe, et le château de Plat, qui s'est créé par la suite après, qui date du XVe. Et en dessous, quand on continue notre route principale, vous avez la mairie, vous avez l'église, et sous la mairie et l'église, vous avez une petite halle, et vous avez ce qu'on appelle le petit château, mais qui est quand même un château, le château de la Joigny. Et c'est marrant, pourquoi il y a 3 châteaux? C'était 3 familles? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi 3 châteaux? Parce qu'il y a eu en fait des seigneurs qui se sont regroupés, qui ont dans une même enceinte, et ça a créé une co-seigneurie. Alors pourquoi une co-seigneurie? Certainement pour essayer d'amoindrir les dépenses qui devaient exister pour subvenir aux besoins des châteaux, et aussi pour défendre les habitants. Les habitants faisaient quoi? C'était des paysans? C'était des paysans essentiellement au 14e, 15e, oui. Avec l'homme qui fait tic-tac derrière nous, il y a une pendule. Je suis sûr que tout le monde a entendu un petit, quand même, c'est bizarre, on dirait qu'il y a une pendule. On va vous en parler après. Vous parliez tout en bas de légumes tout à l'heure. Alors, effectivement, comme je vous disais, nous sommes sur un promontoire rocheux. Tout en bas, c'est la vallée où coule la Sourdoire, une petite rivière. Et près de cette petite rivière, nous avons un arboriculteur qui s'appelle Francis Azaïs et qui produit des légumes et des très belles fleurs. Voilà. C'est ça, donc tous les deux, vous étiez jamais vus en fait, avec l'homme des pendules? Avec l'homme des pendules, non, on s'est jamais vu. On se voit il est intéressant. Hein. Il est très intéressant. Oh là là, viens. Une pendule extraordinaire. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Donc l'homme des pendules, c'est Christian Vergne. Il s'appelle. Non, mais je dis l'homme des pendules. Des horloges d'abord, c'est pas des pendules. Et j'ai même pas dit qu'on était à l'hôtel-restaurant, à l'hôtel de la Barbacane. C'est quoi une Barbacane? J'ai regardé puis j'ai oublié. Alors, une Barbacane, c'est un endroit qui se situe devant les châteaux. C'était un genre de mur fortifié, si vous voulez, pour défendre en fait l'accès au château. Voilà, qui par la suite s'est transformé en fait en cette place d'accès où nous avons beaucoup d'animations sur cette placette. D'accord. Donc on est chez eux, chez le jeune homme et la jeune femme, ils sont jeunes, ils travaillent beaucoup. Et puis tout à l'heure, en buvant un café, quand on est arrivé, on parlait de quelque chose de très intéressant dont on reparlera bien sûr. C'était après le Covid ou la Covid, tous les gens qui travaillent sur les chantiers, en gros, mangeaient dans le camion. Oui. Mais donc ils ont un peu pris l'habitude de manger dans les camions, ce qui arrange peut-être les patrons, dans la mesure où ça va beaucoup plus vite. Et en fait, ils ont perdu la convivialité, le moment de repos qu'ils prenaient en s'asseyant ici dans un restaurant et en mangeant de la vraie bonne cuisine, quoi. En parlera parce que c'est vraiment intéressant. De la ruralité vue de Paris, en fait, en gros.
Ça veut dire que tout à fait. c'est une communication entre les gens qu'on peut pas imaginer quand on vit dans vraiment. Hein, c'est pas du tout. Je suis pas énervé ni rien, mais je veux dire quand on est dans une très grande ville, quelle qu'elle soit, Lyon, Paris ou une autre, on peut pas ressentir ce qu'on ressent ici, quoi. Je pense effectivement. Une proximité des âmes. Oui, exactement. Les gens ici se connaissent. Contrairement à ce que j'ai pu entendre sur Paris, où les gens ne connaissent pas leurs voisins de palier. Ici, tous les gens se connaissent. Donc, il y a forcément du dialogue entre les personnes. Oui, physiquement, on n'est pas très loin. Et de l'accueil. Ouais, exactement, les uns des autres. Donc, derrière nous, on a tout notre temps, on a jusqu'à midi. Mais on a peut-être quelque chose pour gagner un peu de sous à vendre. Allez-y. La Corrèze, l'envie d'ailleurs, présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. C'est trop fort quand même, hein. On vient de passer de la Norvège, le saumon il est élevé en Norvège, Curmonte, Oui, Corrèze. Ah oui. Oh, mais là il y a des belles rivières avec de l'eau. Non mais c'est top les pubs. Lidl elle est vachement bien, vraiment je trouve. On est mal, super idée. Moi j'aime bien les pubs. En fait, ben oui, dans notre société, je parlais l'autre jour d'un match de rugby que j'ai regardé, Antoine, moi j'y connais rien, et je disais mais c'est pas possible, les mecs sont en train de se défoncer dans l'herbe, puis c'est sincère, hein, le rugby on sent une vraie sincérité. Et tout autour du stade, il y a des pubs qui passent sans arrêt avec, vous savez, avec des lumières comme ça. Moi, je trouve ça agressif et puis c'est pas respectueux par rapport aux gens, aux gars qui sont là, qui font du rugby, quoi, au sport. Hein? Et qui ne la regardent même pas souvent. Ben cette pub. ouais, mais même pour eux, ça doit être perturbant, tu vois, je trouve. Hein. Oui. Non, c'est vrai. Tu vois, il est d'accord. Et le monsieur qui est là, attends, je vais faire ton tic-tac un tout petit peu. Un tout petit peu. Attends, faudrait que tu le mettes plus haut, le micro, toi. Voilà, là ça tombe. On va savoir que cette roue, tu vois là, celle qu'on voit, elle échappe 30 dents à la minute, 3600 dents à l'heure. T'as été chanteur, toi? Pourquoi? Parce que t'as une voix. Il a une belle voix, hein. Oui, c'est vrai. Et il est ma voix. Je m'arrête là. T'as une bonne nature. Je sais pas comment je pourrais te décrire. Il est tonique, hein. Ah Merci. Ouais, tonique. Moi, je voudrais remercier d'abord Madame le maire pour l'accueil qu'elle nous a fait, là, qu'elle m'a fait quand tu es arrivé. Chapeau. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Et vous étiez jamais vu? Je l'avais aperçue, mais j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Merci. Ça me fait proche, quoi. Et en commun, vous Et en... merci à toi de m'avoir invité. Quand Oh même. non, mais attends, c'est parce qu'hier on a vu donc ton cousin, Mon oncle. ton oncle, Oui. qui est Frédéric, qui est buraliste. Alors buraliste, je sais pas exactement, ça doit être bien comme boulot, mais c'est un drôle de truc. Buraliste, imagine quoi, il fait des bureaux? Non, pas du tout. Ouais, Pas du tout. ouais. Non, pas du tout. Il fait quoi alors? Il fait quoi? Je suppose qu'il tient un bureau de tabac. Pardon? Oui, puis il est bureau de tabac. responsable. Ah oui, il est responsable. Je pense genre- qu'il est président de. Voilà, président d'un truc. Des buralistes du département et Ouais. vice-président national, je pense. Oh, j'ai pas fait attention. Évidemment. En revanche, on est allé, évidemment, avec Antoine, on est allé leur dire bonjour, les voir, etc. On a bu de l'eau, etc. Nous avons été très vigilants, car, attention, Ouais. c'est un endroit dangereux. Surtout qu'il était derrière, dans la buvette, nous on était d'un côté, il était de l'autre côté. Ah, c'est pas la bonne place. On est d'accord. C'est pas la meilleure place. Et alors, il nous a parlé, on discutait comme on se parle, comme ça, tu vois. Et puis il me dit, mais moi, mon cousin, donc il fait des pendules en bois, des horloges en bois. Alors j'ai dit des preuves. Donc il sort son téléphone, puisque maintenant tout le monde a un téléphone avec des photos. Et je vois en effet pendule en bois. Et puis je vois quelqu'un qui limait, et on aurait dû une petite lime de tronçonneuse. C'est des lignes très fines. C'est avec ça? C'est ça. C'est ça, hein? Oui, je finis tout à la scie à métal. J'ai pas de râpe de lime à bois aussi fine, donc ça n'existe pas. Ouais, non. Donc les gens qui nous écoutent, vous écoutez la radio, la pendule, l'horloge, pardon, elle est en bois. Elle a un contrepoids qui n'est même pas en métal. Toute la pendule, je lui ai demandé, moi j'ai dit, mais quand même ces axes, ils doivent être en métal quand même, les uns. Non, pas du tout. Ah, Tous les raconte. axes. Explique. La seule pièce métallique, elle est cachée dans la terre, qui est le poids. Donc c'est du plomb. La terre, elle est cuite à 1200 degrés. Le plomb rentre en fusion à 300 degrés. Donc quand je le coule mon plomb dans le bois, dans la terre, ce qui fait, en y allant tout doucement, il n'y a pas de choc thermique. Mais c'est pour ça qu'on ne voit pas la pièce métallique. Mais c'est la seule pièce métallique qui est à l'intérieur de la terre. Là, qui fait le poids. Ouais, je vois. Donc, je suis parti avec mes rapports d'engrenage, là-haut, qui fait que ce rapport d'engrenage me donne, en poussant les calculs, me donne la longueur du balancier pour avoir le réglage nickel. Mais comment tu calcules ça?
en faisant le nombre d'ailes de pignon avec des mathématiques, c'est mathématique quoi. Mais comment t'as appris? Ben, j'ai passé mon CAP d'horloger, j'étais reçu en 76, mon CAP d'horloger. Mon oncle était horloger, donc il m'a transmis ce savoir-faire. Mon frère étant menuisier ébéniste m'a transmis un peu le savoir-faire du bois, et c'est lui qui m'a donné tous ses conseils de travailler l'arbre fruitier, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, le châtaignier c'est un bois dur, le chêne c'est un bois dur, mais c'est un bois de fil, ce qui fait que ça se fend, les dents ne tiendraient pas. Et donc j'utilise que de l'arbre fruitier. La particularité de l'arbre fruitier, les fils du bois se tissent entre eux. Ce qui fait que la dent ne va pas casser au niveau du fil du bois du noyer. Donc j'utilise le noyer, donc de Curmonte. J'ai la chance d'avoir des ficelles comme ça. C'est bien, oui. Ouais, des combines. Des combines. Et donc j'utilise que ce bois, le fin bois noble, le noyer et le merisier. Ah ben c'est fou. Hein. Et alors, par exemple, une petite planche, un petit morceau de bois, 1 centimètre d'épaisseur. Je pars d'une planche des fois de 27 sur le noyer débité, bien souvent à 27. Donc je le diminue en 15 mm pour les façades, les platines avant et arrière. Et après, je rabote tout en 1 cm pour travailler mes roues et mes axes. Mais tout est fait à la main. Il n'y a pas de logiciel, pas de machine laser. Tout est découpé. Et comment tu découpes Je trace au rapporteur. Je divise toutes mes roues au rapporteur. Et je pourrais prendre un diviseur. Je pourrais prendre des logiciels et machines laser. Comme un des membres fondateurs de la compagnie européenne du compagnonnage me dit, mais pourquoi vous ne prenez pas de diviseur ni de machine laser? Et là, c'est là que je lui ai dit, mais où est le plaisir de travailler avec mes doigts? Bah si oui. c'est la machine qui fait le... Ouais. Mais moi, c'est le plaisir de travailler le bois avec mes... Voilà, on fait travailler la tête et les doigts. Oh, c'est dingue, hein. Et ça t'a pris quand de faire des... Eh bien, c'était un rêve d'enfant, ça. Dès que j'ai eu mon CAP, même avant, j'ai dit un jour je fabriquerai cette horloge en bois. Et donc j'ai eu des problèmes de santé. Je me suis dit, au lieu de m'amener des bouquins de people à l'hosto, j'ai dit amenez-moi mes bouquins de technologie. Et j'ai repris tous mes cahiers de technologie et j'ai refait tous mes rapports d'engrenage. J'en ai trouvé 3 rapports d'engrenage, dont celui-ci, avec un échappement à encre. Et ce qui fait que je tiens celui-là parce qu'il fonctionne tout à fait bien. Mais les autres fonctionnent aussi. Ouais, ouais. Et là, j'ai attaqué, j'ai pas eu le temps de le terminer, la reproduction de mécanismes de montre à l'échelle beaucoup, comme de cette échelle-là. Oui, mais avec, au lieu que ce soit un balancier pendulaire, c'est un balancier oscillatoire. Ça sera le mécanisme de reproduire, le mécanisme d'une montre. Il y a un ressort alors alors, le spiral. Oui. La spirale, ça sera du bois aussi, pour le balancier oscillatoire. Dans quel bois? En ronce, de la ronce que j'ai mis très très fine, bien que j'ai mis dans l'eau et que je fais sécher. Mouillé. C'est la longueur du spiral qui va me donner l'avance et le retard de la montre. Enfin Ah, c'est dingue. Hein. Ouais. Ah ouais, je suis passionné d'horlogerie et j'ai rien inventé parce qu'au XVIIe siècle déjà l'horloge médiévale était en bois, mais les axes en métal. Ah oui, oui. Et il nous disait la nuit, des fois tu passes, il est dans l'atelier. Hein. Ah oui, ouais. Une fois je me suis levé à 4 heures, je suis dans l'atelier et l'estomac commençait à gargouiller. J'ai dit, je vais casser la croûte quand même. Il dit, peut-être 10 heures. Non, il était 3h30, 15h30. Donc ça fait de 4h du matin jusqu'à 15h30, j'étais dans mon atelier, je voyais pas le temps passer. Ah ouais, c'est fou. C'est hein. la passion. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Voilà. Et alors, vous le connaissiez pas? Vous saviez on ne se connaissait pas du tout. Non, mais je viendrai plus souvent, comme ça maintenant. Non, mais vous allez m'avoir sur les... dans des régions ou des départements, parfois les gens se connaissent pas. Hier, c'est Stéphanie qu'il faut qu'on appelle, qui est tombée de sa moto hier, qui fait de la bière. Et quelqu'un du conseil général était là, il ne connaissait pas non plus. Elle fait de la bière, elle est toute seule, donc elle a fabriqué de la bière pas très très loin d'ici. Hier, elle est venue nous voir au musée Jacques Chirac. Et la veille, on était allé visiter son truc, quoi. Oh, je viendrai avec la moto. Elle dit après-demain ou demain. Oh, j'ai dit, fais gaffe et tout. Elle est tombée de la moto. Elle s'est vraiment arraché les tendons du pouce et tout. Donc, on va t'appeler, Jules, pour prendre de tes nouvelles. Oh, mais là, les horloges en bois, là, ça me scie. Ah oui, vraiment. Et puis, vous êtes cordialement invité à venir passer à l'atelier pour visiter, parce qu'il y en a d'autres modèles. Comme on donne un thème, donc le suivant après, je réfléchis, puis je fabrique l'horloge suivant le thème. Mais là, on la
voit la pendule, hein, l'horloge, on la voit sur le site, on la voit avec le petit iPhone que tu as mis. Également sur Facebook, on est en direct et sur l'application Sud Radio officielle. Et vous pouvez justement la voir, elle est magnifique, elle est juste derrière toi, Gérard, et elle est assez imposante quand même. Hein. Il y a toute une installation particulière. Ouais. Elle fait 50 cm de haut. On dit pas Facebook, on dit Facebook. Voilà, c'est tout. Je corrige. C'est Facebook. Mais non, je rigole. Moi, je suis dépassé de tout ça. Tout ce qui est technologie. Non, c'est un copain à moi qui dit Facebook. Je trouve ça beaucoup plus drôle que Facebook. Quoi. Donc ça sera Facebook, etc. Alors, il y a 2 personnes encore qui sont là. Restez là, hein, on a tout notre temps. Il y en a un qui a apporté des noix et l'autre des grappes. Du vin, c'est ça. Donc c'est pas, j'allais dire, toi, il allait dire la même bêtise. Oh, je vais le dire. Lâche-moi la grappe ou nous casse pas les noix. C'est ça que tu voulais dire. C'est l'homme des horloges, évidemment. C'est marrant comme on a des points communs avec des gens qu'on n'a jamais vus d'un seul coup pour dire les mêmes choses. C'est évident. Donc on commence. Alors Philippe Lemat, c'est la grappe. On va dire, on a donc la grappe, paire de les deux et les noix. Les noix, c'est compliqué aussi. Hein. Alors vous êtes, attends, c'est écrit Vincent. Voilà, Philippe et Vincent. Vous êtes sur le même territoire tous les deux ou loin l'un de l'autre, monsieur Lagrappe? On est d'abord cousin germain. Ah, c'est marrant. Cousin germain, voilà, c'est vraiment proche alors. Non, alors, mais ici c'est un grand territoire, mais proche par la proximité des gens. Ouais. On se connaît tous, on est tous copains, donc c'est assez pratique à ce niveau-là. D'accord, oui, on est à Curmonte, c'est ça que tu veux que je dise, il a raison, Curmonte, c'est Sud Radio. Les patrons nous regardent, attention. Et donc, un dans la grappe, l'autre dans les noix, pourquoi? La question, pourquoi avoir choisi les noix et pourquoi vous faites du raisin? Qu'est-ce que vous avez comme vigne, comme cépage? Alors nous on est le premier vignoble corrézien qui a été relancé il y a 35 ans, puisque peu de gens le savent, mais en Corrèze au début du siècle il y avait 16 000 hectares de vignes, ce qui représente à peu près la taille du vignoble alsacien, et le phylloxéra a tout emporté. Donc la vigne a disparu, et pour remplacer la vigne on a eu l'époque de la truffe et des noyers qui sont arrivés, qui ont fait la richesse du territoire. Ouais. Et nous, il y a 35 ans, sous l'impulsion du Conseil général déjà, avec Charles Serac, qui avait créé les plus beaux villages de France. Vous voyez que tout a un lien, tout se regroupe. Bien sûr. Charles, il passait ses journées à table, il refaisait le monde, il sentait le projet, et il a dit, on va relancer le vignoble corrézien en replantant des vignes à Branceil, qui est le village à côté de Curmonte, à 2 km. Et donc là, un groupe de 7 agriculteurs a monté une cave coopérative. Donc on est la plus petite cave coopérative de France, avec 7 adhérents pour 30 hectares de vignes. Oh, ça c'est top. Vraiment bien. Donc tout le monde se connaît, tout le monde se parle et tout le monde boit les canons ensemble. C'est ça. C'est un petit peu ça. Et la reconnaissance suprême, c'est qu'en 2018, on a obtenu l'AOC Corrèze, résultat du travail des vignerons depuis 35 ans en Corrèze, et grâce à cette tradition viticole ancestrale sur les vins de la Corrèze. Ah, très très bien, très très bien. Paris, ça vous en coupe un petit peu le souffle là. Allez-y. La Corrèze, l'envie d'ailleurs. Présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Gérard Klein. Gérard Klein, Antoine Mazère et toute leur équipe qui sont arrêtés avec la DS21 jaune en Corrèze. Aujourd'hui, toujours en Corrèze, mais à Curmonte cette fois-ci. On parle de la Corrèze, on entend même le tic-tac de la pendule au salon qui dit oui et qui dit non juste derrière eux. Ils sont à la table d'un restaurant, le restaurant La Barbacane, en compagnie de la maire de la ville, en compagnie également du président du conseil départemental. C'est magnifique, la Corrèze, ça s'entend d'ailleurs avec des histoires magnifiques à raconter. On va d'ailleurs prendre des nouvelles dans quelques instants d'une des nombreuses personnes qu'ils ont rencontrées, croisées pendant leur périple et dont ils voulaient prendre des nouvelles. Elle est avec nous, elle sera avec nous dans quelques instants. On va visiter une ferme aujourd'hui, des vignerons. L'AOC Corrèze, c'est pas forcément l'AOC la plus connue et pourtant ça a l'air extrêmement prometteur. Vous aurez du vin rouge, du vin rosé, du vin blanc et du vin de paille. Ça a l'air magnifique. On a retrouvé la DS jaune, on a retrouvé le chauffeur surtout. Gérard Klein. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite coupure? Mais vous avez calé encore une fois, ça peut arriver. C'est pas grave, attention quand vous passez la première. Mais alors là, une DS ne peut pas caler. C'est un embrayage hydraulique, donc ça peut pas caler la DS, bien sûr que non. Et non, les coupures c'est quoi alors? C'est Internet, c'est quoi? Écoutez, sur Internet tout simplement, vous êtes peut-être dans une zone blanche et après tout c'est pas grave en général, quand on capte mal c'est qu'on est dans un bel endroit. Magnifique, vraiment très beau. Une vue là à gauche, on a une vue extraordinaire. Il y a des gens qui arrivent, on entend les bruits de chaises. Et donc c'est celui qui nous a parlé de l'homme des horloges. Viens, vous pouvez parler, continuez à parler. C'est celui qui est buraliste. Et donc
j'ignorais exactement ce à quoi ça consistait ton travail. J'arrive. On a au téléphone Stéphanie qui est tombée de sa moto hier en venant nous voir au musée Jacques Chirac. Stéphanie qui fait de la bière à la brasserie des Anges. Ça s'appelle, c'est à Chamboulive. Et ta bière, elle est très bonne. Alors, dis-moi, ma grande, qu'est-ce que tu t'es fait en tombant de ta moto? Eh bien écoute, voilà, après la chute, je suis quand même venue faire l'émission et après avoir mis ma moto à l'abri, je suis allée faire quelques radios et il s'avère que j'ai une côte cassée, une entorse avec rupture des ligaments au niveau du pouce. Voilà. Ah ouais, non, t'es vaillante hein, quand même, parce que pour être venue, tu te tenais l'épaule et le pouce. Eh bien, il y aura sans doute une opération derrière pour réparer. Sinon, mais dis-moi comment. Pour brasser. C'est ce que j'allais dire. Comment? C'est ce que m'a dit Françoise, ma femme. Elle m'a dit, je vais raconter. Elle m'a dit, mais comment elle va faire sa bière? Quelqu'un peut t'aider? On peut t'aider? Non, mais là, de toute façon, je suis en arrêt maladie, comme c'était dans le cadre professionnel. Voilà, tout va bien. J'ai quand même droit aussi, moi, à des arrêts maladie pour accident. J'ai une prévoyance, donc tout va bien. Et puis, je reprendrai le boulot quand ça ira mieux. Oh, tu nous tiens au courant? Tu nous racontes? Ça marche, pas de problème. C'est gentil en tout cas d'avoir appelé pour prendre des nouvelles. Et merci encore pour l'émission d'hier, c'était chouette. Et voilà, effectivement, tu vois, malgré une côte cassée et une entorse, des ligaments coupés, je suis quand même venue. Je crois que le gars j'ai fait du stop pour venir jusqu'à Saran. Je crois que le gars, il a dû penser que j'étais une cinglée. J'ai dit non, faut pas appeler les pompiers là, il faut vite m'emmener. J'ai une émission avec Sud Radio à Saran, il faut que j'y aille. Ah ouais, vraiment, merci d'être venu. Puis t'avais vraiment mal, ça se voyait. Donc ton ami le grand qui nous avait apporté, il nous avait apporté du boudin en boîte. Voilà, tu l'embrasses. Hein. D'accord, ça marche, pas de problème. Et tu lui dis moi je suis preneur, hein, une petite boîte de conserve, évidemment, ce qu'il veut. Hein. Bon. Quand tu repasses par Chamboulive, n'hésite pas à t'arrêter et à venir nous voir. Ok, d'accord. Chamboulive, ouais, Chamboulive. Ouais. Bon, on t'embrasse, tout le monde t'embrasse, Stéphanie. Ben, merci à vous, bis à toute l'équipe et au plaisir. Merci à toi. Salut, à plus tard, Salut Stéphanie. Elle est vaillante. Hein. Ouais, t'as des pubs là? Non, c'était un chouette moment qu'on a passé ensemble et c'est vrai que hier on était un petit peu surpris. C'est vrai que quand elle nous avait dit qu'elle prenait la moto, on était un peu inquiets. Ah ouais, et puis la visite de l'endroit, il faut voir l'endroit. Et le plus marrant, je lui disais, donc la personne qui a fait il y a longtemps, hein, le grand hangar dans lequel elle se trouve, il y a des colonnes de béton qui font 80 de diamètre, des colonnes de béton, un très beau béton lisse. J'ai regardé les colonnes, j'ai dit, elles sont vachement bien. Et ben dans le musée Jacques Chirac, j'en suis certain, c'est le même qui a fait c'est les mêmes colonnes ça m'a fait marrer, les mêmes colonnes de béton de peut-être 80 de diamètre, un très très beau béton. Je suis sûr que c'est le même. C'est quand même marrant de trouver chez elle la même chose que dans un musée Jacques Chirac. C'était très bien hier, vraiment très très bien. On a rencontré encore une fois des bonnes personnes. Donc le buraliste est arrivé, les gars. Je voudrais juste parler des noix, parce qu'on vient de parler de la vigne, tu viens de parler de la vigne, comme vous êtes arrivés tous les deux. Pourquoi vous avez choisi les noix et lui la vigne? Alors les noix, c'est parce qu'on est dans le berceau des noix du Périgord, mais aussi parce que on a eu la chance, je pense, d'avoir des aïeuls qui avaient lancé cette culture, qui est une culture pérenne, et aussi parce qu'on est dans une petite région où les exploitations agricoles survivent grâce à la polyculture élevage. Donc on n'est pas du tout en spécialisation. Donc les exploitations chez nous vivent beaucoup sur l'élevage, les noix. Le tabac, mais c'est fini maintenant. Ouais. Et puis voilà. Polyculture, c'est-à-dire que sur une exploitation, il y a plusieurs types de produits. Lesquels donc nous, personnellement, on est producteur de bovins viande, volaille et noix. Limousine. Et tout en bio. Limousine et tout en bio. Et volaille, c'est quoi? De la rousse? Volaille, c'est le poulet de chair. De la rouquine ou de la blanche? Non, c'est de la rouquine et pas des connus. Et alors les rousses, nous on a toujours eu des poules chez nous. Les rouquines, à côté de là où j'habite, il y avait un élevage en fait. Donc on en achetait pour rien du tout. Et les rousses, elles étaient vachement bien. Elles étaient, ils avaient un nom anglais, pas de la Sussex, un truc dans ce genre-là. En tout cas, elles étaient rustiques et elles pondaient. Et puis après, on les mangeait. Donc quand les petits enfants demandaient, elles sont où les poules? Je leur disais, elles sont au sport d'hiver.
Et donc, ils ont tout de suite compris qu'elles étaient au congélateur, en fait. Bah ouais, parce que quand on en tue 4-5 d'un coup, tu veux pas les manger le même jour quand même, tu vois. Donc, c'était congélo. Dis-moi, Antoine. Non, du tout. Ah bon, je croyais que tu voulais dire. Je rappelais Vincent Laroche, qui est justement la ferme des Gariottes qu'on trouve en Corrèze, et c'est la ville, c'est Chauffour-sur-Vesle. Un petit village à côté. Voilà. Il est mieux organisé que moi. Moi, c'est le bordel dans ma tête de toute façon. Donc là, j'arrive pas à mettre des noms. Mais en fait, vous êtes là. Moi, je regarde l'allure de la personne, les yeux, le sourire, les yeux clairs, tout. Nelly qui est là, donc qui est le maire. C'est rigolo quand même depuis ce matin, non? Oui, c'est très sympa. Très très sympa. Est-ce que c'est inattendu pour vous? Inattendu, c'est-à-dire le ton, le mélange de tous ces gens qui arrivent, pas de musique du tout, on ne fait que parler. Inattendu, pourquoi inattendu? Je trouve que c'est sympa, c'est bien, on est comme en famille, on discute. Parce qu'en fait, j'ai pas l'air sérieux du tout. C'est ça qui est bien. C'est convivial. Voilà, on est à l'aise en fait. Voilà, mais je suis très sérieux au fond, mais j'ai l'air comme ça de rigoler. Par exemple, avec les deux personnes qui sont là, les propriétaires, qui travaillent beaucoup, c'est parfaitement propre et c'est très bon. Et ben tout à l'heure on a parlé, je voudrais qu'on en reparle avec eux justement de ça, de la Covid, les gars qui mangent dans le camion et tout, et de la qualité de vie vue d'une grande ville où les gens qui nous dirigent sont quand même à Paris, c'est vrai. Je veux pas encore une fois, je veux blesser personne, mais on peut pas ressentir ce qui se passe ici. Et c'est vrai que le monsieur qui est venu tout à l'heure, qui a posé sa camionnette jaune claire, qui est venu, il a dit je pourrais manger à midi. Allez-y. Oui, c'est comme ça que ça se passe ici. Les gens, tout est simple. Les gens ont envie de manger, ils viennent, ils demandent si on peut manger. Généralement, on peut manger. Voilà, on s'arrête. Parce que lui, il a un boulot. Il a un boulot. Et c'est vrai que le midi, il y a beaucoup d'ouvriers qui viennent manger ici. Ouais. C'est ce qui fait tourner aussi le restaurant. Voilà. Et au-delà du fait de manger, ça fait un moment. Exactement, ça fait un moment sympathique, tout le monde se retrouve, voilà. Ouais, c'est vrai que ça qu'on aime ici, c'est de pouvoir se retrouver, et c'est ce qui explique aussi peut-être toutes les associations qu'il y a sur la commune. Par exemple, nous, on a un petit village de 220 habitants, on a 7 associations. Bravo. 7 associations qui sont complètement différentes les unes des autres, mais qui amènent toujours à recevoir, à se retrouver ensemble pour diverses actions, ce peut-être des associations culturelles, comme d'autres associations, comme le foyer rural, qui lui aime à ce qu'on se retrouve autour des tables pour pouvoir manger des frites ensemble, des choses toutes simples. Et vous avez des vieux beaucoup là? Oui, des vieux. Ah bien, on a plus de personnes âgées que de jeunes. Personnes âgées dans nos villages. On dit personnes âgées, nous. Oui, parce qu'on est âgé, ça va. On n'ose pas trop dire des vieux. Vieux, c'est quand on est en mauvais état. Non, c'est vrai. Hein, peut-être. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous en faites de vos personnes âgées? Alors on essaye au maximum, et c'est vrai que le conseil départemental aussi œuvre beaucoup sur ce sujet-là. On essaye au maximum de les garder le plus tard possible chez elles. Il y a beaucoup d'aides à domicile qui sont faites pour ça. Et puis malheureusement, bien sûr, après il y a des maisons de retraite. Alors ils vont où dans les maisons de retraite? Elles sont éloignées d'ici? Alors elles ne sont pas très loin. Vous avez Beaulieu-sur-Dordogne qui est à peu près 12 ou 15 km d'ici. Messac qui est à 10 km. Voilà, vous avez Vérac dans le Lot qui est à 10 km aussi. Voilà, c'est pas très loin. Au sud de la Corrèze, on n'est pas très loin du Lot. Voilà, exactement. Au sud de la Corrèze. On était aux 4 routes, l'endroit qui s'appelle les 4 routes. C'est comme aux États-Unis, les Four Corners, il y a 4 États. Et j'y pensais, ça me faisait rigoler ce matin. Il y a 4 routes en fait qui vont dans 4 régions différentes. C'est exactement la même chose. Ça. Et les personnes âgées, il y a plus de femmes que d'hommes des fois dans les C'est ça. Et pourquoi? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que les femmes résistent mieux. Peut-être que les femmes, comme vous faites, la tisane, peut-être moins bu de la tisane. Voilà. Évidemment. C'est sûr, bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, on voit bien que les femmes aussi. C'est vrai que les femmes résistent assez. Je pense que. Ouais. Il y en a une là qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui avait 110 ans en Corrèze. C'est beau. Ah, 110 ans. Jusqu'à 100 ans en général, enfin ma mère elle est morte à 106 ans. Jusqu'à 100 ans ça va quoi, mais après quand même c'est moins vif peut-être, je sais pas. On verra bien. Je dis comme dit Hugues au frais, ça nous tourne autour. Il me fait rire quand il dit ça. Donc le buraliste il est là, on va le faire parler. La grappe, la noix, vous restez là de toute façon. L'horloge, toi tu t'en vas pas non plus. Madame le maire, elle reste là. R2D2 est en poste d'observation, vous avez vu R2D2. Donc son rôle. Après tu viendras nous expliquer quand même exactement ton rôle de communication pour le département. Et il est parfait. Il est super, vraiment. À chaque fois
il a tout ce qu'il faut. Mais vraiment, hein, c'est parfaitement organisé. Non, c'est vrai ou pas, Antoine? C'est un peu grâce à lui aussi qu'on peut faire cette émission, donc faut aussi le remercier pour ça, et le département aussi. Ah, mais il fait partie de la bande, il n'y a aucun problème. On va faire de la place dans l'ADS, on va t'emmener, t'inquiète pas. Ben non. Donc, buraliste, alors, ça s'attrape ou ça se soigne ou pas? Ouais, j'ai bien peur. Bonjour Gérard, bonjour Antoine, bonjour à tous les invités, bonjour Madame le maire, merci pour votre accueil. Oh, il est trop fort, il est trop fort. Et bonjour également à Jérôme et Marlène qui nous accueillent aujourd'hui. Buraliste, je dirais, alors je t'ai entendu Gérard parce que... bonjour à Patrick Roger. Et bonjour à Patrick qui est un ami à moi en effet. Ça s'attrape... On en a parlé un petit peu hier soir. Je t'ai entendu, buraliste, est-ce qu'il achète des bureaux? Je t'ai entendu en arrivant dans la voiture. En fait, tu as raconté n'importe quoi, Gérard. Non, pas du tout. Non, buraliste, ça s'attrape, je ne sais pas. J'ai pris ce métier à bras le corps à l'âge de 26 ans, donc il y a quelques années désormais. Et c'est une passion. C'est une passion d'aimer les gens en fait, puisque aujourd'hui le buraliste c'est le bureau de tabac, c'est souvent le dernier commerce de proximité, premier commerce de proximité dans nos milieux ruraux et le dernier commerce qui existe encore dans les villages, dans certains villages qui sont aujourd'hui multi-activités. Et avant tout, nous sommes le lien social du village et en fait c'est plus qu'une passion même. Je vais dire que c'est quelque chose que dès lors qu'on est vraiment enclin avec ce métier-là. Moi, j'exerçais puisque je suis parti un petit peu dans une commune un peu plus grande, mais à Bénin, commune de Monsieur le Président du Conseil départemental qui va nous rejoindre vers 11h30 tout à l'heure. Pascal, une commune de 1200 habitants. Qui est également assez dynamique puisque nous avons plusieurs associations, mais où nous avons les mêmes personnes que dans notre commune, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin d'un lien social, besoin d'avoir une personne à qui parler, besoin d'avoir une oreille, un œil et autres pour dire tiens, cette personne-là aujourd'hui n'est pas venue acheter son journal et pas que son paquet de cigarettes, et de dire que se passe-t-il? Et aujourd'hui le buraliste, de par ces capacités-là, peut rendre énormément de services, notamment à la collectivité. Et puis le buraliste est devenu multi-activité, comme je te le disais tout à l'heure, de par ses services. Aujourd'hui c'est la banque, aujourd'hui c'est la poste, aujourd'hui c'est le tabac, la presse et autres, mais bien plus que ceci encore. Et je pense que l'activité que nous avons, également le gouvernement qui nous fait confiance puisqu'il nous accompagne. Aujourd'hui malheureusement les trésoreries sont en train de se réorganiser, donc de fermer dans certaines communes. Et bien aujourd'hui le buraliste est là pour remplacer ce service-là, pour donner cette proximité aux administrés de diverses communes. Et alors hier soir, la soirée a commencé quand on est parti en fait. Ton rôle de buraliste s'est achevé ou il a commencé pour la communication, je veux dire, avec musique et produits à boire? Je vais peut-être pas te donner tous les détails, Gérard, mais ça s'est très bien passé. Mon rôle de buraliste hier, en fait, a continué en tant que lien social. Et en effet, nous étions au marché de pays à Bénin où je vous avais convié hier soir, et vous êtes parti en effet un peu trop tôt à mon goût, mais je sais que tu étais fatigué, Gérard. On n'a pas le même âge, j'en suis conscient. Bien sûr. Tu as l'air de résister aussi, mais non, on a passé une belle soirée accompagné de producteurs. Notamment les producteurs qui sont présents ici ce matin, qui étaient en notre compagnie hier soir. On a passé une belle soirée et justement c'est à l'image de ce lien social. Et j'entendais tout à l'heure que vous disiez, c'est toi Vincent qui disais, on a un territoire assez vaste, mais nous sommes des copains, nous sommes des amis et on se connaît, tout le monde se connaît. Et hier vous avez pu le remarquer où tout le monde se dit bonjour. Et Vincent, Philippe, Christian, tout le monde, dès qu'on monte à Bénin, à Messac, et on a eu une grande fête ce week-end à Messac, juste à côté, 4 jours de fête, un comité des fêtes extraordinaire, avec des concerts et autres depuis de multiples années, mais il n'y a pas de rancœur les uns envers les autres, c'est vraiment ce lien que nous avons les uns pour les autres. Ah ouais, c'est vrai, en plus ça sent évidemment. Nelly, vous alliez dire quelque chose. Ah, une petite pub là? Ah pardon, allez-y les gars, allez-y. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Allez, allons-y qu'on n'est pas en avance. Donc, la Barbacane, on est ici, donc c'est à
Curmont, je me trompe toujours dans le nom du pays, et c'est Sud Radio, c'est bien ça, Antoine? En Corrèze. En Corrèze, bravo. Sud de la Corrèze. J'ai pas dit de bêtises. Donc notre pendule, elle va peut-être s'arrêter parce que le chargeur ne marche pas, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Je voudrais quand même faire commenter ton intervention parce que c'était top. Nelly, qu'est-ce que vous en pensez? Buraliste. Oui, de Buraliste. Effectivement, c'était top parce qu'il a parlé Il a parlé de que tout le monde se connaît, que tout le monde aime se retrouver. Il a parlé de ce lien social, et ce lien social, effectivement, est très important dans nos petites communes. Nos petites communes, eh bien, s'il n'y a pas de lien social, tout le monde est perdu, quoi. Je veux dire, et ça, c'est très important. Et c'est vrai que le rôle de buraliste a un rôle essentiel. Je vois Jérôme et Marlène vendent également quelques tabacs. Hein, propriétaire du restaurant La Barbacane. Et voilà. Oui, mais le rôle de buraliste au jour d'aujourd'hui, c'est pas que buraliste, c'est aussi de la diversification. Tu me contredis pas. Donc on vend du tabac, mais on vend des produits dérivés, on rend des services aussi à la population. Donc tout ça, si vous voulez, ça rentre dans ce qu'on parle de la convivialité, qui se fait aussi pas que l'été, qui participe aussi par rapport à des gens toute l'année, de la famille qui nous entoure, des amis qui participent aussi à tout ça. Alors vous êtes tous les deux, vous êtes deux, c'est pas beaucoup. Un homme, une femme, vous avez des enfants bien entendu, et vous travaillez toute l'année, c'est-à-dire que c'est ouvert 12 mois par an à peu près. Alors, quelques congés quand même, parce qu'on n'est quand même pas des machines. Non, et combien de temps vous prenez de congés? On prend généralement de mi-décembre à mi-janvier. Voilà. D'accord. L'hiver est comment ici? Il y a de la neige, c'est froid, c'est beau? Non, il n'y a pas beaucoup de neige. En Basse-Corrèze, on n'a pas beaucoup de neige. Contrairement à la Haute-Corrèze qui est un peu plus froide, ici non. Ou alors si elle tombe, ça ne dure pas très longtemps. D'accord. Et c'est ensemble qu'on parlait donc tous les deux ce matin, tous les trois, tous les quatre, devant un café de la Covid, le camion, on mange dans le camion, on vient plus manger ici. Continuez parce que c'était vraiment intéressant. Oui, on a constaté nous depuis, justement le post-Covid, qu'on a de moins en moins d'équipes qui mangent au restaurant par rapport à avant Covid, on va dire, où on avait une salle qui était quasiment pleine qu'avec des ouvriers. Au jour d'aujourd'hui, on a peine à les retrouver. On a quelques fidèles qui continuent à nous faire vivre, mais c'est vrai que c'est la tendance à manger à la gamelle, comme ils disent, à rester sans lien social. On revient toujours à la même chose. Ah ouais. Et du coup, voilà. Et alors, vous croyez que c'est irréversible ou bien que c'est jouable dans l'autre sens? Je sais pas si nos élus peuvent intervenir ou interférer dans ça, mais je pense que c'est un peu compliqué parce que c'est une politique patronale, on va dire, plus, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les ouvriers qui restent sur le chantier, il n'y a pas de frais de route, ils gagnent du temps. Et donc voilà, c'est tout un ensemble qui fait que un peu plus de salaire parce qu'il n'y a pas de frais de repas. Mais du coup, il n'y a pas d'échange social. Il y a tout ça qui... Oui, je comprends. Mais ça veut dire que, Nelly, donc, est maire d'ici. Comment est-ce que des problèmes comme ça pourrait se résoudre? C'est pas évident, quand même, d'arriver. Alors, c'est vrai que les élus ne peuvent pas tout résoudre. C'est certain, parce que là, ça fait partie des entreprises privées. Ouais. Donc ça, ce sont les patrons qui doivent peut-être réfléchir. Peut-être légiférer peut-être plus haut, voir s'ils peuvent avoir des avantages fiscaux au niveau des entreprises. Ça veut dire payer les repas et avoir des avantages fiscaux? Je sais pas, j'ai aucune idée sur ça, je sais pas, mais c'est vrai que ça peut peut-être se faire au niveau législatif, peut-être un peu plus. Je sais pas. Mais sinon, en effet, les repas pris tous ensemble le midi, c'est quand même vachement marrant, quoi. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on avait beaucoup d'ouvriers, Marlène avait plaisir à dire qu'il y avait une table du peuple. Je pense que ça veut tout dire. Ah ouais, ça, c'est une table où on se retrouvait. Les gens venaient partager le repas ensemble sans se connaître ou en se connaissant, mais ils échangeaient au moins. Voilà. Ouais. Et en hiver, les gens d'ici viennent manger le midi ou le soir? Vous êtes ouvert le midi? Le soir, on est fermé hors saison. Ouais. Mais après, le midi, on arrive quand même à remplir nos restaurants avec nos habitués et les ouvriers aussi qui restent fidèles quand même malgré tout, quelques-uns. D'accord. Et les enfants, vous arrivez à les voir, vos enfants? On arrive à les voir hors saison. Et pourquoi elle reste là-bas, votre épouse? On dirait qu'elle rigole, regarde, ça va. Parce qu'il a 18 ans, lui, le fils, il a 18 ans, donc il va peut-être partir un peu, non? Il a un de ses patrons autour de la table. C'est vrai, vas-y, raconte, c'est bien. Donc c'est le monsieur des noix, on va dire, d'accord? C'est ça, donc on a la chance d'avoir Aubaigne en apprentissage chez nous, voilà, qui est passionné d'agriculture et qui était venu au départ pour faire des stages chez nous et qui
il nous a demandé de rester pour finir d'apprendre son métier. Voilà, mais tout ça, c'est une histoire pour rebondir sur ce que disaient Fred et Jérôme tout à l'heure, c'est que ici il y a des liens qui sont forts et je pense on travaille tous ensemble. Donc un coup on prend le fils de l'autre en apprentissage, un coup un magasin démarre et on l'aide en nous fournissant nos produits, mais il y a toujours cette notion de lien et qui fait un peu la force de notre territoire. Ah, c'est bien. Et les noix, donc ça vous prend beaucoup de temps par rapport aux bêtes et au reste? Oui, donc nous, enfin, la particularité, c'est qu'on est 4 associés, puisqu'on a fait le pari d'avoir une exploitation tout en bio. Quelle surface vous avez À peu près 240 hectares de surface en bio, dont 40 en noyer. Ah ouais, voilà. C'est beaucoup. Et sur la partie noix, en fait, pour aller chercher un peu de valeur ajoutée, on a la particularité de tout commercialiser par nous-mêmes et de transformer les produits. Pour essayer de donc c'est pour ça qu'on peut aussi bien avoir de la noix coque que de la noix caramélisée ou au chocolat ou. Et comment on arrive au cerneau de noix, comment on les épluche, comment on les ouvre? Autrefois c'était dans les veillées. Aujourd'hui, vu les volumes, c'est une machine qui casse les noix, mais après une fois que ça tombe sur un tapis de tri et on trie. Par contre là après l'étape suivante c'est que de la façon et c'est un travail à la main. D'accord. Voilà. Et les noix, ça tombe tout en même temps ou ça s'étale? Non, parce qu'en fait, on joue sur la précocité de certaines variétés, donc on a plusieurs variétés. Voilà. Et après, il y a deux types de noix. Il y a la noix fraîche d'abord, qui est la noix. Là, par contre, on secoue les arbres. Et cette noix-là, c'est une noix qu'on épluche encore. Voilà. Encore, vous secouez avec une machine? C'est ça. On secoue les arbres et on ramasse après. Et après, il y a tout ce qui est noix sèche. Qu'on peut transformer ou manger en noix. On fait de l'huile, on fait. Vous faites de l'huile, c'est ce que j'allais dire. Ah, d'accord. Du vin de noix aussi. Prends le micro. Le vin de noix. Alors le vin de noix, en fait, c'est l'horloge. Le vin de noix, en fait, on cueille les noix sur les arbres autour du 14-15 juillet en fonction de la précocité de la saison. Donc toutes vertes, elles sont pas la coque. Elles sont vertes et en fait on les cueille. En fait, le test, on passe souvent dans les vergers avec un opinel et en fait on coupe les noix et elle est à stade de quand la membrane qui va devenir coquille est en train de se former en fait. Voilà. D'accord. Et donc après, on cueille les noix à ce moment-là. Alors après, il y a différentes recettes, chacun a un peu sa recette. Parce que tous les 2 kilomètres, vous avez un producteur de noix avec sa recette de vin de noix. Ah d'accord, d'accord. Voilà. La recette. Et il faut du bon vin. Donc voilà. Mais alors c'est ce qu'on fait parce que du coup, nous on est sur Chauffour, donc à côté de la cave viticole de Branceil. Donc il serait indécent de faire du vin de noix sans le vin de Branceil. Bah bien sûr. Voilà. Et en sachant que c'est comme tout, si on veut que le vin de noix soit bon, il faut que la base soit bonne aussi. Donc le choix du produit qui vont rentrer dans la fabrication du produit est important. Et de l'agriculteur qui s'occupe du noyer peut-être aussi. C'est ça. Et alors il s'en boit beaucoup de vin de noix? Non. Il s'en fait un petit peu. Oui. Il s'en boit. Il s'en boit aussi un peu. Ah ouais, ouais. Voilà. Mais après, c'est un produit qui est quand même très spécifique où, en général, les avis sont assez tranchés. C'est on aime ou on n'aime pas. Mais ça reste aussi chez nous un produit ancestral et qui suit de génération en génération. Et chaque ferme a sa recette. Ce qui fait que le touriste qui passe chez nous peut partir avec plusieurs bouteilles et différents produits. Très très bien. Il peut goûter sur place et rester un peu sur place, faire une petite sieste aussi. C'est ça. Ça peut arriver. Moi je suis très méfiant. Là il est 10h56. À quelle heure ils ont des pubs à envoyer? 2 minutes encore? On a encore 2 minutes. On revient vers le vin, vers la grappe. Comment est-ce qu'on... Ah ben non, il est parti. Non, ben reste, il va revenir. Continuons avec toi dans Jérôme, le propriétaire du restaurant La Barbacane. Merci, voilà. La Barbacane, donc, depuis combien de temps vous êtes là? Alors nous, on a repris en 2013. En janvier 2013. Ah oui, et vous veniez d'où? Oui, on a fait, comme on vous avait dit, l'école hôtelière avec mon épouse. On s'est connus donc sur les bancs de l'école. Et bon, on a fondé une famille avant de reprendre un établissement. Et comme Marlène était très attachée au territoire, on avait un petit peu dans l'œil cet établissement. Et on a attendu que la propriétaire soit en âge de partir. Pour sauter sur l'occasion. Et voilà, on avait envie de poser nos valises ici et notre savoir-faire. Et donc vous avez acheté un établissement qui n'était pas, comme on dit, aux normes. Oui, bon ça, on le savait. Voilà. Après, ça fait partie des aléas du
du métier, mais bon. Ouais, mais quand même, après c'est un gros investissement. C'est ça. Notamment les cuisines. Oui, les mises aux normes, tout ça. Bon, c'est moindre que dans un hôtel, comme on parlait aussi. Exactement. C'est très compliqué, mais bon. On a été entouré. Le département nous a un petit peu aidé aussi à l'installation, donc ça va. Ouais, quand on est assis dans la salle de restaurant, le vrai problème, le vrai handicap, je vais le dire quand même très sincèrement, c'est la vue, quoi. C'est vraiment moche, quoi. C'est pas vendeur. Ah non, c'est pas vendeur du tout. C'est moche la vue, non, madame? Oh, je ne dirais pas ça. Au contraire, on a une vue extraordinaire. Ah non, c'est magnifique. Ouais, on a un site remarquable. Ah ouais, la vue, elle est exceptionnelle. Bon, on s'en va. Nous, on va leur le 1. Peut-être des petites pubs là, vous avez? Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Elle est une jolie voix, la jeune fille des infos de Pauline Saint-Yves. Ouais. Elle n'a pas parlé de Marseille cette fois-ci, donc. Ah ouais, sinon ça te fait de la peine. Ça me faisait un petit peu de peine. Mais en plus c'est vrai, je vous assure, Antoine. Le matin, ils me disent ils ont perdu. Ça te touche vraiment, quoi. Ah ouais, c'est la passion. Mais alors quand tu vas suivre l'équipe de France de rugby, je préfère pas imaginer. Ben voilà, ça va être un stress. C'est même pas un stress, c'est de l'émotion pure, quoi. C'est ça, c'est la passion. Ouais. Donc tu vas les suivre avant, pendant, après. Après, ils retourneront en club après j'espère le titre de champion du monde. Vachement. Et on suivra ça, bien sûr, parce que Sud Radio suit le top 14, la Pro D2, l'équipe de France, la Coupe d'Europe, tout le rugby, quoi, la radio du rugby. Ah oui, mais t'as du pot, t'es pistonné ou quoi, là? Que ça veut dire? Tu te rends compte, à ton âge, il a 21 ans. C'est génial d'avoir un truc aussi important à faire. C'est la passion également. Ah ouais, non, mais vraiment, ça lui plaît vraiment. En plus, il fait tout, vous avez remarqué qu'il fait tout. Voilà. Et on est sur une terre de rugby aussi, ici en Corrèze. Et justement, Frédéric, toi, tu es supporter du CAB et tu as aussi un fils qui a la chance d'évoluer dans ce club-là. Oui, en effet, évidemment, on peut qu'être supporter du CAB, club. C'est le buraliste. 20 km, on est à De Brive ici? Oui, on est à 20 km, comme je vous disais hier soir, on est au cœur de la Corrèze en fait. Le territoire, Bénac, Urmante, Messac, c'est le cœur. Et en effet, mais bien évidemment, on supporte le CAB, club top 14 Pro D2. On sait que c'est quand même, on est quand même en difficulté de par les budgets qui sont pas les mêmes que Paris ou que d'autres clubs, Toulouse et autres. Mais nous faisons ce que nous pouvons. Et en effet, j'ai un fils qui a la chance d'être au CAB, qui joue talonneur au CAB, qui va avoir 15 ans. Donc c'est une passion. On l'a vu hier, il est gaillard quand même. Hein. Il est assez gaillard, oui, plus que son père sûrement, ou il deviendra plus solide que son père. Mais il n'a pas choisi d'être pouce-boulette, il a choisi d'avoir un ballon ovale. Et en effet, mais le rugby, c'est un peu à l'image de nos territoires. C'est ensemble qu'on va gagner. On marque un essai qu'il va falloir transformer. Et bien pour le transformer, il va falloir encore mettre de l'énergie pour transformer cet essai, puisque c'est pas au bout des 5 points que nous sommes satisfaits, il nous faut les 7 points. Et en fait, c'est l'image de la Corrèze un petit peu. Et je disais tout à l'heure à Gérard en off, c'est encore marrant. Je reviens sur ce lien social. C'est une expression qui nous va bien, qui nous ressemble en fait. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est original cette rencontre. Alors en effet, c'est avec Patrick Roger que j'ai rencontré sur Paris, puisque mon rôle en fait au niveau national, je suis vice-président de Philippe Coy au niveau national, qui est un ami de Patrick Roger, et nous avons invité avec la Confédération nationale des buralistes de France, Sud Radio, sur notre stand au Salon des maires. Parmi 1000 exposants, les buralistes ont un stand depuis 4 ans désormais, et en effet, je suis à l'origine avec Philippe Coy de cette présence sur le Salon des maires, et on a un partenariat très efficace avec Sud Radio qui va être renouvelé pour 2023. Et lorsque j'en ai parlé à Patrick, il me dit ouais non mais je veux venir en Corrèze, il n'y a pas de problème, ça sera avec grand plaisir. D'où votre présence. Mais au-delà de ça, chez Marlène... Il nous a envoyé, il est cool. Je veux venir en Corrèze, Au-delà de ça, pour vous dire le jeune et le vieux, que ce lien social est extraordinaire et que nous sommes une grande famille dans ce département. J'ai fait mes études d'hôtellerie avec Marlène et Jérôme, qui nous accueillent, les propriétaires de la Barbacane aujourd'hui, et qui sont devenus, on s'est un petit peu perdu de vue de par nos professions et notre vie familiale, et on s'est retrouvés dès lors qu'ils sont venus buralistes, puisque j'étais président de la fédération départementale des buralistes, et on s'est revus à ce moment-là. Et
une autre chose également hyper importante, aujourd'hui, vous accueillez Antoine et Gérard, Philippe. Et dans mon magasin, de par la diversification que Jérôme exposait tout à l'heure, je vends les produits de Philippe. Mais également, je vends les produits à base de noix de Vincent qui est là. Et aujourd'hui, il y a mon oncle qui fait des pendules. Et en fait, c'est une véritable famille. Ah oui. Et tout à l'heure, on va accueillir Pascal Cos qui habite dans le même village que moi. Ah oui. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ouais. Il faut dire que ça se voit pas partout. Non, je suis d'accord. En plus, Pascal, d'après tout ce que j'entends, il n'est pas encore venu, mais il est bien, quoi. Ah, il est pas mal. C'est vrai ? Il est pas mal. Il est pas mal. Évidemment qu'il est bien, Pascal. À Romy, j'étais l'adjoint, maire adjoint de Pascal sur la commune de Bénin, et Pascal a remis sa commune dans le droit chemin, puisque entre les connaissances, son dynamisme et autres, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Il est agriculteur à la base, il est agriculteur et encore agriculteur, et c'est une notion qui ne peut être égalée. L'agriculture, en effet, je peux pas en parler comme Philippe et Vincent qui sont à côté de moi, mais on se côtoie et on côtoie beaucoup d'agriculteurs, bien évidemment. Et c'est une profession qui ne peut être égalée. Tout comme buraliste, avec ce lien social d'ailleurs. Mais Pascal a fait énormément pour sa commune, a fait énormément pour son département, fait beaucoup avec Origine Corrèze, notamment par rapport aux producteurs, mais également et à la région, et travaille beaucoup pour la région. Et aujourd'hui, on se dit pourquoi à Bordeaux, c'est vrai, nous, la Corrèze, le territoire, on va être perdu dans cette grande région. En effet, c'est pas simple. Eh bien, heureusement qu'on a quelqu'un comme Pascal qui nous met à l'honneur, qui va nous ramener des idées, des informations et peut-être des budgets dans cette grande région et mettre à l'honneur la Corrèze. Et comment il a monté, comment vous avez monté, qu'est-ce que tu voulais dire, pardon? Comment il a monté Origine Corrèze? Non mais ça, on va pas lui voler la vedette par rapport à cette marque Origine Corrèze qui est l'aboutissement de cette dynamique territoriale avec la création de ce marque, avec la défense des valeurs. Mais pour rejoindre ce que disait Fred, c'est que Pascal, c'est un paysan qui redéfend un territoire rural de paysans, et ce qui définit le monde paysan en France, c'est ce qui s'appelle le bon sens paysan. Et en fait, nous, on a tout ça au fond des tripes, en fait. C'est que c'est l'intérêt général, c'est la dynamique collective, c'est bâtir les projets ensemble pour faire de ce qui pourrait être des handicaps à la base sur des territoires reculés, etc., en faire une force. Et on parle des paysans, on parle du rugby, tout ça, c'est des valeurs humaines que nous on véhicule, et quelque part, voilà, la mise en relation de tout ça, Pascal, c'est le métronome, il nous guide, il nous ouvre la voie. Mais voilà, on est tous dans cette dynamique-là, dans cet état d'esprit, de projets collectifs, bâtir ensemble des choses extraordinaires, alors qu'à la base, on n'est pas forcément destiné à ça, quoi. Voilà, c'est ça la force d'un territoire. Il a quel âge, Pascal? Il est comment? Il est grand? Il est jeune, Pascal, il a 58 ans. Ah ouais. 57 ans. Et Pascal a 57 ans. Et le mot que vraiment on pourrait dire, Pascal, c'est quelqu'un qui fédère. Pascal, il va arriver avec des gens qui s'entendent plus ou moins bien. Président du conseil départemental. Pascal Cos, président du conseil départemental. Et c'est quelqu'un qui va fédérer énormément. Il va passer outre les esprits politiques, outre les aspects, tous les aspects qui peuvent aller les uns contre les autres. Et bien Pascal va lutter contre ceci pour fédérer et pour arriver justement à rassembler tout le monde. Et Pascal, c'est un don. C'est pas donné à tout le monde. On peut le dire, il est pas là, donc on peut en profiter. Oui, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça. Pascal Coste sait le faire. Moi, je rajouterais aussi que l'histoire a prouvé que la Corrèze est une terre d'hommes. On connaît tous les attaches à Jacques Chirac en Corrèze. On a eu François Hollande. Nous, en local, on a eu Charles Serac. Et moi, je vais vous donner une petite anecdote. Quand on a créé la cave de Branceil en 88, à la base, c'était un projet privé. Mais c'est la collectivité qui a dit, ce projet-là, on va le monter par la collectivité. Et la même année, ils ont monté 3 projets sur le territoire. La cave de Branceil, une fromagerie à Messac, qui aujourd'hui est devenue l'usine Sotis, une usine à batterie à Turenne, qui aujourd'hui est une distillerie. Et ça, c'est la force publique. À l'époque, c'était le CIERM, l'ancêtre des Comcom. Ils ont investi pour des projets privés. Ça n'a pas coûté d'argent à la collectivité, puisque nous, on l'a remboursé. Mais ils ont pris le risque politique de se dire, notre mission d'élu, c'est d'accompagner le monde économique et de les porter. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il y a cette dynamique. Ça, c'est des preuves tangibles de ce que c'est que l'engagement public et le partenariat public-privé. Ah oui, Nelly.
maire oui, d'ici. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui se dit, d'autant plus que si on parle de Pascal Coste, je connais très bien Pascal, puisque j'ai travaillé pas mal d'années avec lui. Effectivement, c'est un homme exceptionnel. Il aimerait pas qu'on parle de lui comme ça. Et s'il nous écoute, il doit rogner dans sa voiture parce que c'est quelqu'un de très humble et qui n'aime pas du tout qu'on parle de lui de cette façon-là. Il n'est pas mort, hein, mais justement. Attention, Gérard, il n'est pas décédé. Hein. J'espère que tout va bien pour lui. Parce qu'en fait, en France, le pur français dit des choses de bien sur les gens quand ils sont décédés. Qu'est-ce qu'il était gentil. Oh, oui. Non. C'est ce que j'allais dire. Non, il est vivant. Il va bien. Non, c'est quelqu'un qui enfin, qu'est-ce qu'on voit chez lui? C'est ce dynamisme, c'est cette volonté. C'est un homme qui ne s'arrête jamais, qui est plein d'entrain, qui fédère effectivement plein de projets, qui amène tout son monde. Et c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, avec lequel j'ai travaillé moi en toute simplicité. Quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Et ce que j'ai retrouvé en lui, c'était justement ce cœur qu'avait Charles Seyrac. Parce que Charles Seyrac, j'ai également travaillé avec lui à Collonges-la-Rouge. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et c'était quelqu'un aussi qui avait ces valeurs humaines qu'on ne retrouve pas partout aujourd'hui. Bon, émotion pure, on digère, pub. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Moi, quand même, ça ressemble quand même à Bon Anniversaire. Franchement, il y a un petit jingle juste avant, là, après j'explique à tout le monde. Ça fait quand même, pardon, un peu, ça ressemble à Bon Anniversaire. Mais il y avait une belle chanson, elle veut pas parler, elle s'appelle Marlène, l'épouse de Jérôme, merci, qui nous reçoit dans le restaurant. Elle veut pas parler, c'est marrant. Elle faisait des grands gestes derrière pendant que vous parliez, tous et tout. Elle avait donné une condition si elle voulait parler, c'est qu'on mange ici. C'est qu'on mange ici, mais moi je dois aller faire un marathon déjà. Un marathon, pardon. Et je suis un petit peu enrhumé, puis je dois aller chanter à Concesse ce soir. J'ai jamais chanté de ma vie devant un public, donc c'est Étienne le musicien et tout. On va voir ce qui se passe en tout cas. Le festival Découvrir, et d'ailleurs on enregistrera bien sûr des petits passages de toi ce soir, qu'on diffusera demain dans l'émission, parce que émission spéciale demain à Concesse. On sera à Concesse, et justement avec des gens du festival, donc on pourra reparler de ce festival. Le 16 à Concesse, c'est marrant parce que le 16 à Concesse, dans le V16, qu'est-ce qui reste? J'y pensais, dans ma tête il se passe des trucs toujours. J'aime bien rigoler en fait, j'aime rire. Mais tu vois, da vor der Kaserne, vor der großen Tor, steht eine Laterne und steht sie dort davor. Elle était vraiment très très belle cette chanson. Bon, je veux bien revenir un peu avec le monsieur de l'horloge quand même, parce que ça me... Christophe Vergne. Ouais, merci Christophe. Ça m'interpelle quand même, tu vois, ça m'interpelle quand même d'arriver à faire des horloges, des horloges en bois, quoi. C'est toi qui nous en as parlé hier. Je trouve ça quand même incroyable. Parce que pour lui, ça a l'air facile de calculer avec ton rapporteur. Tu dis, tu calcules. J'ai tracé tous mes horloges sont tracés avec un rapporteur. Il faut qu'il chante, il faut que tu chantes. Mais disons que je pourrais faire avec un logiciel, il y a des diviseurs, mais oui, c'est ce que tu disais. J'ai plus le plaisir de travailler avec mes doigts à ce moment-là. Oui, mais alors pourquoi, toi tu disais, vous pouvez parler tous les deux, hein, tu me disais, mais tu passes à 2h du matin, il est encore là, et tout à l'heure il a confirmé ça, entre 4h et 6h, parce que t'es insomniaque ou c'est bizarre? Ça calcule toujours dans ma tête, il y a toujours des modèles qui viennent, des idées qui passent, et puis il faut que je les sorte, je mets sur dessin, sur Crowbar, et puis après le lendemain, et tout de suite après je mets en actif, quoi. Et quand t'étais petit, tu faisais quoi à l'école? J'avais pas une note au-dessus de 5. Voilà. Mais les notes étaient sur 10. Mais c'était sur 10. Non, mais c'est ce que je voulais être horloger. Mais après, le reste, moi, ça n'a pas d'importance. J'ai commencé à vraiment à me rendre compte que j'avais besoin de maths quand je suis rentré à l'école d'horlogerie à Dreux, à l'âge de 15 ans. Là, j'ai pris conscience que, waouh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est des X, Y, 2, entre parenthèses, l'algèbre, quoi. Ah ouais? Je n'ai jamais fait ça, alors. Et du coup, en 2 mois, j'ai rattrapé tout mon retard. Parce que la maîtresse, elle me disait, c'est pas qu'il a les capacités, il a des capacités, mais il veut pas le faire. Mais parce que ça m'intéressait pas. Et là, maintenant, j'ai pris conscience, et là, tout ce qui est maths, j'adore. Et c'était à Dreux? J'ai fait 1 an à Dreux et 2 ans à Mérignac. D'accord. 2 ans à l'école d'horlogerie de Mérignac, je suis ressorti 2e de ma promo sur 23 de présentés, 4 de reçus, 2e. Alors après, quand tu as réussi les trucs, tu fais quoi?
Pardon ? Tu montes une boutique, tu fais quoi après ? Non. Moi, j'ai eu travaillé dans l'horlogerie et puis après, maintenant je suis à la retraite. Alors, je travaille toujours dans l'horlogerie. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle un tourbillon ? Il y a des montres qui coûtent très cher avec un mouvement. C'est un rotor, c'est des montres automatiques. Mais ça coûte cher. Et pourquoi ça coûte ? C'est une mécanique. C'est tout ce qui est mécanique. Voilà. Autrement, il y a les montres quartz, c'est des piles. C'est pas moi personnellement. C'est pas une montre. Non, c'est moi personnellement la vraie montre, c'est tout ce qui est mécanique quoi. Moi, si vous en avez une ici, tous automatique, mécanique, gardez-la, c'est le top ça. Alors, qui est-ce qui a inventé l'échappement ? T'appelles ça l'échappement ? C'est-à-dire que ce qui fait tic, ça toc, tic. Il y a l'échappement, il y a plusieurs échappements. Il y a l'échappement à encre. Vous avez l'échappement à verge qui est avec l'époque au XVIIe siècle, je pense que c'était un échappement à folio. C'était une verge avec des palettes qui laissaient tomber, placer des chevilles. C'était plus des dents, c'était des chevilles. Tout était chevillé, comme les moulins à eau, tu sais. Ouais, je vois. C'était les dents, c'était en pommier. Ah oui. En bois fruitier, quoi. Pas en chêne ni châtaignier. Ouais. C'était que l'arbre fruitier. Et alors, par exemple, Blancpain. Blancpain, c'est une marque de montre suisse. Oui, je pourrais faire une montre, une montre style Gérard. Non, mais c'est vrai. Mais il y a des montres suisses encore, c'est valable. Et alors pourquoi ? À cause de la qualité des aciers ? Comment on travaille ça ? Comment on arrive à faire des choses aussi petites dans un boîtier qui est vraiment pas gros, quoi ? Non, mais c'est-à-dire on adapte le boîtier de la montre, le mécanisme par rapport au boîtier. Au boîtier. Avant, on faisait des petites montres pour les dames. Comme ça, avec des petits mécanismes mécaniques. Maintenant, vous avez des dames qui portent des grosses montres au niveau des réveils, c'est joli, mais dedans, le mécanisme, il n'est pas plus gros que l'ongle du petit doigt. Voilà. Et quand la pile est morte, on balance et puis terminé. Il y en a qui jettent les piles dans la nature, c'est tout à fait bien. Ouais. Alors, le mieux, c'est qu'on revient à la mécanique maintenant. Alors, un boîtier mécanique de petite taille, est-ce que c'est aussi fiable un boîtier ? Pareil. Un mouvement ? Autant, pareil. Autant. Moi, à l'époque, je me rappelle, je me plaisais... mon plaisir, c'était plus c'était petit, plus ça m'intéressait. Oh. Plus c'était petit à refaire, à réparer. On se rend pas compte, mais avant, une 18 lignes, une montre 18 lignes, une montre Gousset que les grands-parents avaient avant, ils étaient protégés dans un boîtier, dans du coton. Et c'est que les papis, ils sortaient leur montre, voilà, et comme ça. Et maintenant, après, il est venu la montre bracelet, et donc on faisait du travail... force, on tapait avec le marteau piqueur, tout ça, et puis ça a détruit tout ce qu'il y a. Et ils ont fait maintenant, après des montres anti-choc. Mais rester toujours dans la mécanique. Alors comment tu fais une montre anti-choc ? Qu'est-ce qui va éviter le choc ? Alors ce qui va éviter le choc, c'est l'endroit où est l'axe, le pivot, que ça s'appelle. Oui. Il est dans un compartiment qui est articulé. Ce compartiment articulé, c'est-à-dire quand la montre va tomber, ça va amortir le choc, ça va secouer, ça amortira le ressort qui est dans cette cavité, va amortir le choc, il ne fera pas casser le pivot. Ah oui, je savais pas du tout. Anti-choc, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu disais ? C'est un vrai métier. Ah ouais, non, c'est un vrai métier, c'est compliqué. Toi, buraliste, c'est un vrai métier aussi. Non, c'est l'huile. C'est l'huile, lui, c'est le vin. Mais lui, c'est le vin, celui qui est à ta gauche. Ça m'arrive de faire les vendanges. Non, Vincent, c'est la noix. C'est compliqué. Vincent, c'est la noix. Et Philippe, c'est le vigneron. Mais alors, dis-moi, vous avez ce vin-là. Donc, il est travaillé où ? Il est fait où? Il est fabriqué où? Alors nous les vignes, elles sont plantées sur la commune de Branceil, qui est un des derniers villages, comme Curmont, un des derniers villages corréziens, puisqu'on est à la frontière du Lot. Ouais. Voilà, donc ça c'est un cépage Merlot Cabernet qui est sur la table, puisque aujourd'hui on produit du rosé, du blanc et du rouge, et on a une typicité en Basse-Corrèze, c'est qu'on fait un produit ancestral qui s'appelait le vin paillé, et grâce aux Jurassiens, maintenant, on fait du vin de paille et on a obtenu l'AOC en Corrèze en 2018. D'accord, mais ce que je voulais savoir, c'est techniquement et physiquement, comment on fait, où est la cave, les cuves en inox, le pressoir. Alors la cave, elle est dans le centre du village. D'accord. Alors Branceil, c'est un tout petit village, il y a 200 habitants. Moi, je dis souvent, il n'y a rien à Branceil, il n'y a que la cave parce qu'il y a une église, mais il n'y a plus de curé. Donc c'est la seule activité, mais mine de rien.
Et pourquoi il n'y a plus de curé? Parce qu'il n'y a plus de gens qui vont à la messe, je sais pas. Ou... C'est la crise des vocations, je sais pas. Non, il y a des commerces qui tombent quand même. C'est dommage. Madame mais le maire, elle m'a regardé. Non, mais c'est gentil ce qu'on dit. Hein. Ah ben absolument, non, mais tout à fait. On aura une bonne note après? Je sais pas. Non, moi non plus. Je commence à m'inquiéter. Continue. Mais malgré tout, sur un village de 200 habitants, nous on vend la moitié de notre production dans ce village. C'est-à-dire on vend à peu près 70 000 bouteilles à la cave à Bransaï où les gens ils viennent remplir leur coffre parce qu'ils ont goûté ça. Et bien, encore, on parlait d'économie circulaire tout à l'heure et de voilà. Tous les restos du coin sont très fiers de mettre sur leur table corrézienne des vins corréziens. Les touristes le goûtent le midi à table et puis le soir en repartant, ils viennent remplir le coffre. Et voilà. Et c'est ça tout cette c'est un peu comme un mécanisme d'horloge. Hein. Tous les éléments sont reliés entre eux, l'un fait l'autre. Et puis nous on le dit au quotidien, mais tout le monde ne s'en rend pas compte. Notre territoire, il est attaché à ce monde touristique, sans lequel on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et ça, Pascal va le développer tout à l'heure, mais autour de la marque Origine Corrèze, c'est aussi ça l'enjeu, c'est de créer une appellation de territoire avec des vrais produits originels, de tradition, de terroir, etc. Voilà. Bon. Et le travail, vous avez un œnologue ou une œnologue? Alors nous, on a la typicité d'être une cave coopérative. Oui. Donc nous, les vignerons, on amène de la vendange à la cave, mais comme on est une toute petite structure, on n'a que 2 salariés à l'année en CDI, et puis nous les vignerons, on met les mains dedans, c'est-à-dire qu'on va aider nos salariés pour faire le pressage, la mise en bouteille, l'étiquetage, l'accueil des clients, etc. Mais qui fait le vin, je veux dire, qui surveille les températures, la fermentation? Ça c'est notre salarié. Notre salarié qui est un maître de chez. Alors pareil, c'est compliqué parce qu'en fait chaque raisin a sa manière d'être. Quand il est cueilli, le raisin il commence à travailler, à fermenter en fait. Donc faut se dépêcher. Après il y a des boues qui tombent, donc faut enlever les boues. Les lits. Voilà, les lits exactement. Faut les enlever. Faut regarder, faut pas que ça monte trop vite en fermentation. Donc ça, les 2, 3, 4 premiers jours, c'est fragile quoi en fait. Après il faut une température constante. Faut les cuves qu'on ferme avec la chambre à air autour et tout. Vous avez des cuves de quel volume? 5000? Nous on a des cuves qui démarrent à 10 hectos jusqu'à 300 hectos. Ah, quand même. Mais comme on a des petits volumes, etc., aujourd'hui on travaille vraiment avec des toutes petites cuves. L'idéal pour nous c'est 80 hectos où on fait du cépage parcelle par parcelle. On a la chance tous les jours de se réunir à 13h. On dit mais qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'on fait une petite parcelle? Est-ce qu'on fait une petite cuve? Ou est-ce qu'on attend? On prend un peu de risque pour aller au maximum de la maturité. Pour la vendange. Pour la vendange. Et ça a changé un peu avec le temps, les températures? C'est énorme. Nous, moi je me suis installé en 99. Aujourd'hui, on vendange entre 10 et 15 jours plus tôt. Et on est monté de 2 à 3 degrés. Sans rien changer, juste par l'effet climatique, le réchauffement ou le dérèglement, on peut l'appeler comme on veut. Et voilà. Alors après, nous, on a aussi appris à faire du vin par rapport à l'histoire. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut qu'on aille plus loin dans les maturités. Qu'on en prenne plus de risques, parce que si on vendange trop tôt, et bien derrière sur les vinifications, comme tu disais, c'est plus compliqué. On fait des vins plus durs, etc. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on est aussi dans la prise de risque après la récolte, dans le chai, pour aller chercher ces concentrations, pour faire des vins de qualité et que les gens soient fiers de boire ces vins corréziens. Très bien, très bien. Même l'avenir. Produits et services concernés sur leroymerlin.fr. La Corrèze, l'envie d'ailleurs. Présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Non, je dis c'est top. Tu passes de Leroy Merlin, Pizou, à la Corrèze, les routes de l'été. C'est extraordinaire notre société. Je trouve ça marrant, c'est une sorte de mélange. Bon alors, Antoine, bon toi je te connais. 1, 2, 3, 4 avec madame qui est 5, 6, il est arrivé, 7, vous êtes 7 autour du micro. Et la personne qui est à ma gauche, donc Philippe, va faire les présentations. T'es d'accord Antoine? Oui, R2D2, alias R2D2. C'est moi qui l'ai appelé R2D2 parce qu'il a une voix extraordinaire. Écoute Philippe, t'es extra, je le dis devant tout le monde depuis le début. C'est la 2e semaine en fait, on n'est pas épuisé, mais quand même on arrive, c'est une sorte de marathon, tu vois, Antoine il se coule la tête quand même, et il faut installer tout ça le matin. Le premier jour on avait arrivé cet homme-là. Et je vais te dire un truc quand même, ça va te faire rire. On était chez Bastien dans le bistrot à Buja, c'est ça exactement. Et je vois une voiture arriver, une voiture blanche qui se gare où il fallait pas.
Vraiment. Tu sais, il y a des lignes où il n'y a rien, puis il y a un croisillon comme ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas te garer là. Antoine, j'ai dit, ça peut être le maire. Je te jure, ça peut être le maire. Ou alors un conseiller, un mec important. Je lui ai dit, c'est un mec important, c'est sûr. Et je vous jure que c'est vrai. Donc il rigolait, on l'a regardé, tac, on l'a vu sortir avec la veste beige qu'il a, nickel, impeccable. Je lui ai dit, ça doit être moi. Comme je connais rien, je connais personne, moi. Et tout ce qui est président, tout ça, ça me fait peur. Conseiller, conseil départemental, dans ma tête, c'est compliqué parce que c'est inaccessible. C'est un drôle de truc pour moi. Et pas du tout. Il est arrivé, il avait tout le matos, les roll-ups, ça s'appelle le truc qu'on a derrière où c'est marqué Corrèze avec le R à l'endroit, le R à l'envers, le R vers le passé, le R vers l'avenir. Ça, c'est vachement bien. Il avait un enrouleur, on avait mais un enrouleur de 250 mètres, quoi. Oh, j'ai dit, le mec, il est équipé, et je lui ai demandé, monsieur, que faites-vous? Réponds-moi, s'il te plaît. Philippe, alors, dis-moi, Philippe. Alors, j'ai une activité qui est très variée, on va dire, ce qui me permet effectivement de découvrir des personnes comme vous, comme Gérard, et j'étais très content, effectivement, de faire ta connaissance à Buja et à l'établissement. Et donc, mon activité est très variée. Je dirais, c'est l'avantage, c'est que quand on a un président du conseil départemental qui est très dynamique, il y a toujours des actions dans toute la Corrèze. Et des fois, même hors de la Corrèze, il faut pouvoir résoudre certaines, je dirais, les difficultés aussi. Donc l'objectif, c'est un téléphone. Et puis je dirais, quand on est à Corrèze, on est des brouillards. Donc de ce fait, effectivement, eh ben, on accompagne toutes les actions qui sont mises en œuvre, comme celle effectivement d'aujourd'hui, de hier et d'avant-hier, où on était à Buja, à Saran, au musée de Jacques Chirac, et aujourd'hui à Curmont. Et donc j'apporte mon soutien logistique, je dirais, à tout ce qui peut se faire en termes d'action sur le département en matière de site et en tendance aussi. Eh ben écoute, vraiment, on te remercie. Sincèrement, c'est vrai, hein. Il est là tout le temps et puis surtout, il a une bonne présence, quoi. Et puis surtout, c'est aussi grâce à lui qu'on peut faire donc ces émissions-là. Et puis aussi son sourire et sa bienveillance et sa convivialité. Voilà, je pense, c'est le typique corrézien qui représente R2D2. Voilà. Il restera R2D2 maintenant. Donc on est tous, on vous attendait tous. En fait, tout le monde, depuis le début, tout le monde a dit du mal de vous, mais vous pouvez même pas imaginer. C'est vous, Pascal, donc. Voilà, Pascal. En tout cas, nous, on est ravis de recevoir Sud Radio en Corrèze. Parce que ça conforte notre statut de riant portail du Midi et consacre la Corrèze vraiment dans ce sud et ce grand sud-ouest. Alors voilà, Antoine, tu vas dire qui est Pascal? Pascal Coll, c'est le président du conseil départemental de la Corrèze. Ouais. Je pense que tout le monde était déjà au courant parce qu'on a fait un quart d'heure sur... Exactement. Donc ils vont pas arrêter de dire du mal et tout. Moi je leur dis, mais arrêtez, il doit être sympa quand même, il a peut-être fait des trucs. Ouais, voilà, il a peut-être fait des trucs. On sait jamais, hein. Vous avez fait des trucs alors on essaye, on préserve les écoles aussi, ouais, des instituts. C'est très bien. Et comment vous faites pour les écoles? C'est pas évident ça. C'est de faire un travail aussi sur l'attractivité pour qu'on puisse avoir des jeunes couples qui travaillent, d'avoir des entreprises qui fournissent du travail, d'avoir aussi tous les savoir-faire qui peuvent se développer. Vous avez eu des beaux spécimens et des jeunes qui ont fait le choix de rester sauf le buraliste là. Le buraliste, on sait pas bien, hein, mais lui il a le commerce de proximité, vraiment d'utilité publique. Hein, exactement, le lien social. L'ingéniosité. Et alors comment vous arrivez à être comme vous êtes vous dans ce monde? C'est un drôle de monde parce que Paris, malgré tout, vous avez des liens, vous êtes obligé d'avoir des liens un peu avec Paris. C'est vrai qu'on n'est pas verni en termes de désenclavement ferroviaire notamment, hein, on travaille beaucoup là-dessus, mais on a la chance d'avoir un département qui est identitaire, comme d'autres, l'Aveyron et d'autres, mais qui a eu des hommes politiques aussi célèbres, alors chacun pour son goût, donc c'est très bien, hein, on est très complet en Corrèze, et une identité qui permet d'être reconnue, et donc on a essayé de porter cette Corrèze au travers de la création de la marque territoriale Origine Corrèze qui permet justement d'identifier les produits, des bistrots Origine Corrèze comme nous sommes aujourd'hui, comme vous étiez à Buja, comme il y en a un certain nombre qui se développent. Et puis on a eu ici en Corrèze, dans ce canton, un Charles Sirac qui a su créer les plus beaux villages de France. Et donc on en a 6 en Corrèze. Donc on essaie avec nos petits moyens de départements ruraux de faire valoir nos atouts, nos savoir-faire et de faire comprendre aux consommateurs que sa carte bleue, c'est aussi celle du consommateur et que acheter local, c'est aussi permettre justement de voir toute cette économie locale qui se développe et donc on est très heureux de contribuer à tout cela.
Mais vous faites donc beaucoup de choses pour la région, mais vous avez une vie de matin, midi, soir. Vous avez des vaches, des moutons, vous avez quoi? Une vie de paysan. Ouais, ce que j'allais dire. Agriculteur, oui. Donc, on pose pas que des marrons dans la vie politique, on les façonne. C'est ce que je voulais dire. On fait de la crème de marron. Bah ouais. On fait, alors comment des châtaignes blanchies. Comment vous arrivez à mélanger tout ça? Mais je pense que ça, c'est le prix de l'indépendance, de garder son métier, de pouvoir être libre. Et quand on est un peu, des fois, grande gueule, qu'on porte aussi fort nos territoires, il faut avoir cette liberté de ne pas être pris par l'institution. Donc c'est un équilibre entre un trépied, entre l'engagement politique, là pour le coup, mais il était professionnel avant, et puis sa profession et sa famille. Et donc c'est pas toujours facile de concilier le tout. Ce que j'allais dire, la famille, c'est compliqué, hein. On abandonne un peu la famille pour faire d'autres choses. Mais parfois, voilà, c'est un subtil équilibre et il faut savoir le tenir. Voilà. Donc la dame qui est arrivée, qui est complètement à l'écart, on s'en rend compte tout de suite. Hein. C'est votre épouse? Et oui, ça fait 33 ans déjà, donc voilà, on espérera terminer. Comment est-ce que vous arrivez? Attends, on va lui passer un micro, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Hein. Comment est-ce que vous arrivez à supporter tout ça? Disons que ça dure depuis 33 ans, donc on s'habitue et on s'adapte, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il bouge, de toute façon, je ne peux pas l'enfermer dans la maison. Ça se voit. Donc, et vous avant de le rencontrer, vous aviez un boulot, un métier, bien sûr. Ah, mais j'ai toujours un travail. Alors, oui, y a pas, voilà. vous êtes moi, je suis indépendante, je ne travaille pas sur l'exploitation, je suis enseignante et donc je travaille au lycée agricole de Naves, donc au-dessus de Tulle. Et ouais, on a réussi à mener notre barque sans problème. Des enfants? On a 2 fils et 2 petites filles. Ah, c'est bien. Voilà. Les filles, c'est top. Moi, j'ai que des filles. Ah, mais vraiment. Ouais, la dernière, Frida, elle est exceptionnelle. Elle me fait, c'est pour ça que je fais tout ça, en fait. Je sais pas pourquoi. Elle me fait rire. C'est mon meilleur pote. Non, mais vraiment. Et c'est la vie, on a besoin, justement. Ah, ouais. On a toute cette jeunesse. Et alors, quand on vieillit, je me rends compte d'une chose, c'est que quand on est parent, des fois, bon, on rate on passe pas trop de temps avec ses enfants, parce que vous avez vachement de choses à faire. C'est sur les petits enfants, je trouve, qu'on peut arriver à donner, les faire rire. Récompenser. Et hier soir, au restaurant, il y avait une table avec hommes, femmes, et visiblement les grands-parents en face, et un petit gamin qui avait un peu le nez dans le téléphone. Quand les parents sont partis, je sais pas, il est resté le grand-père et le gamin. Et là, le comportement des deux a changé. C'est drôle. C'est-à-dire que le grand-père, il s'est mis à déconner, à le pousser, tu vois. Le petit gamin, arrête, il disait, tout. C'est marrant. Il y a un lien entre les grands-parents et les enfants qui c'est pas le même qu'avec père, fils, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés étranges et bizarres, peut-être que c'est ce lien-là qu'il faut essayer d'exploiter quand on est âgé, on va dire, quand on est grand-père, quoi. Je pense que au-delà du rapport intergénérationnel, je pense qu'on a besoin de retrouver des valeurs autour de la famille qui sont fortes. On voit bien que l'éducation nationale peut pas combler tous les manques d'éducation et notamment la partie famille. Et donc, je pense qu'on a cette chance. Elle rigole. C'est ça, mais je pense qu'on a cette chance dans nos milieux ruraux d'avoir encore quelques valeurs. On est dans un terroir où on a eu la chance de pas vivre les émeutes, par exemple urbaines, d'avoir aussi des transmissions, des valeurs qui sont transmises. Et ce que vous avez relaté au travers de cet été, là, au travers de vos émissions, c'est aussi toute cette France qui parle vrai. Et d'ailleurs, c'est Sud Radio Parlons Vrai. Donc c'est écrit tout à fait. Normalement, c'est la vérité. Ouais. Nelly, le maire, veut dire quelque chose. Et puis après, non, vous l'épouse. Je voudrais vous parler de quelque chose. Pardon, je bafouille, mais non, vas-y, oui, pardon. Vous parliez là des liens entre les grands-parents et les petits-enfants. Et c'est vrai que je peux vous dire que si je suis maire aujourd'hui de cette commune, c'est grâce à ma grand-mère. Pourquoi? Parce que cette grand-mère, j'y allais tous les ans en vacances. Et c'est grâce à elle si j'ai adoré ce village. Et c'est grâce à elle si je suis restée. Voilà. Ah, c'est bien, c'est vraiment bien. Ouais, mais je comprends, je ressens parfaitement ce que vous voulez dire. Non, vous êtes enseignante, l'épouse donc de Pascal, on va dire, et le petit qui vient d'arriver comme ministre, il a la patate, hein, le petit jeune ministre. Alors, c'est pas mon ministre, parce qu'en fait, moi, je fais partie de l'enseignement agricole qui n'est pas attaché à l'éducation nationale. Ah, d'accord, ok. Et dans l'enseignement agricole, est-ce qu'on fait dessiner les gens? Est-ce qu'on leur donne...
C'est pas rattaché, non, c'est pas rattaché. Non. Bah vas-y, raconte. C'est au ministère. Non, allez-y, expliquez-moi. Je pensais que c'était rattaché. La force du ministère de l'Agriculture, c'est justement d'avoir un enseignement professionnel propre et d'avoir son appareil de formation avec des diplômes qui sont reconnus. D'accord. Normalement, comme à l'éducation nationale, et des passerelles avec l'éducation nationale, mais ils ont le statut agricole. D'accord. Donc, et votre ministre, il vous convient là ou Non, mais faut le dire. Il est ministre. La personne qui est ministre, je trouve. Non, mais attendez. On est des citoyens. Le gars, il est ministre. C'est vachement bien d'être ministre, tu vois. Mais peut-être qu'il a des comptes à rendre gentiment, quoi. On peut lui parler. On a le droit. C'est pas le pape. Je crois pas qu'on le touche de près quand même. Non. C'est pas facile. Oui, non. Il nous convient. Et pourquoi c'est pas facile? C'est pas normal. Qu'ils viennent sur place dans tous les établissements. Non, mais pas de tous les établissements. Mais se promener ailleurs, non? Vous ne croyez pas? Je sais pas. Pas eu l'occasion de le voir. Il est venu en Corrèze encore, je sais plus. Il viendra. Il viendra voir, sûrement. Cette beauté exceptionnelle qu'est la Corrèze. Ah ouais, non, mais il faut voir. C'est vrai, moi je suis. L'invitation lui est lancée. Nous, on va beaucoup en Auvergne, donc il y a des territoires qui sont d'une certaine façon, avec des verts, de l'eau, d'une manière. Ici, c'est très différent. Je trouve ça beaucoup plus vert. Les verts sont. Il y a beaucoup plus d'eau, en fait. L'eau, elle a l'air de très bonne qualité. Vous avez des porcheries qui touchent les rivières ou pas? Beaucoup, non? Vous n'en avez pas trop? Nous, on a un équilibre de production avec, bien sûr, une production porcine, avec une production laitière, mais je pense qu'on a un équilibre qui fait que tout ça reste à taille humaine, et je pense que c'est ce qui permettra justement de renouer certainement le lien entre le consommateur et puis son agriculture, parce que les agriculteurs sont aimés, mais on voit bien qu'aujourd'hui, plus ça va, plus on importe des produits agricoles, et donc demain, on va se nourrir exclusivement de produits importés. Donc c'est important de pouvoir consacrer des territoires comme le nôtre, et l'antenne qui nous est donnée, l'occasion de redire, y compris à des célébrités comme les vôtres, avec des gens qui oui, mais qui est écouté aussi de manière très très forte, que des discours lapidaires comme certains de vos collègues sur faut pas manger du tout de viande, faut pas ci, faut pas là. La viande ici, c'est un équilibre carbone avec de l'herbe qui est produite, qui capte beaucoup plus de carbone. Voilà, c'est pas des produits d'importation dans des feedlots américains. Donc toute cette exclusivité de discours, ou ce discours unilatéral et très monolithique amène à ce que on peut arriver à des désastres écologiques, parce que si dans des territoires comme l'Auvergne, le Limousin, le Massif central et toutes les têtes de bassin, on supprime l'herbe et donc les ruminants qui permettent de l'entretenir, on n'aura plus la qualité des eaux dont vous parlez tout à l'heure. Et donc ça, c'est des équilibres subtils. Donc il faut... c'est pour ça qu'on est flexitarien ici. On mange de tout. Ah oui, non, c'est de la viande aussi. Oui, non, mais tout le monde. C'est très compliqué. Mais en tout cas, vous entendre parler de ça, c'est rassurant. Qu'est-ce qu'il dit là? 1 minute. Ah, 1 minute. Dans 1 minute, il va y avoir des pubs. Donc je pense que je vais me taire maintenant. Allez-y, les gars. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Alors là, on n'a jamais été aussi nombreux ici. À Clermont, pardon, je suis en train d'avaler les noix. Très très bon. Hein. Ah oui. Donc ils les font dans un chaudron en cuivre. C'est ça, hein? T'es où? Ah, mais il est là-bas. Ouais. Dans un chaudron, je veux bien lui passer un micro. Pardon, 1 seconde. C'est des noix avec... Ce sont des noix qu'en fait on fait une base de caramel et on les caramélise dedans. Voilà. Donc ça s'est fait encore à l'ancienne avec le chaudron en cuivre de la grand-mère et la spatule en bois. Et alors c'est la grand-mère qui fait ça? Non. Ah non. Maintenant c'est un de mes associés, c'est nous qui le faisons. Ah ouais. C'est Alex. Il travaille bien, il bosse bien quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est sérieux ça. Puis c'est très très bon. C'est un grand bosseur, il bosse super. Ah oui, hein. Oui, tout le monde bosse en fait dans ces régions-là. Ben oui, on a la chance d'avoir une structure d'emploi qui permet d'avoir des taux de chômage qui sont bas, de faire baisser aussi régulièrement le nombre de bénéficiaires du RSA, et donc de montrer que lorsqu'on arrive à un équilibre emploi-habitant, eh bien on peut vivre avec de la solidarité, bien sûr, mais vivre de son travail, c'est important. Oui, quand je vous entends parler, j'imagine l'avenir de nos petits-enfants, on va dire.
Alors, leur avenir, il est plutôt par ici ou à votre avis? Je pense que le Covid nous a montré que les choses étaient très éphémères et que en pleine crise du Covid, tout le monde voulait revenir vivre à la campagne, voulait s'aérer, était sur des circuits très courts et on a vu une explosion de la consommation sur les circuits courts et on voit aujourd'hui, 2 ans après, qu'on est revenu à des niveaux de consommation inférieurs à ce qu'il était avant Covid sur les circuits courts et sur les marchés, avec des producteurs qui sont en situation assez difficile. On voit que l'agriculture bio a du mal à vendre l'ensemble de ses produits, elle est excédentaire, donc il y a une dichotomie entre la volonté du consommateur et son acte d'achat, donc ça c'est quand même quelque chose d'important, et on voit bien que le retour à la campagne, il n'est pas celui-là, et c'est vrai que les politiques nationales aujourd'hui sont quand même conduites pour métropoliser de manière importante. Faire 25 000 logements par an à Toulouse supplémentaires, ça pose de problème à personne, 35 000 à Toulouse, à Bordeaux, ça pose de problème à personne. On va changer les champs captants autour de Bordeaux qui était dans le Haut-Médoc pour aller dans les Nappes-Hauts-Seine, c'est-à-dire que je ne sais plus où on va aller chercher l'eau dans quelques générations. Ça pose de problème à personne. Nous ici, on veut déplacer un arbre, on veut construire quelques mètres carrés, ça devient très très compliqué et la loi va nous contraindre à abandonner un certain nombre de terrains qui pourraient être constructibles. Donc il va falloir qu'on repense l'aménagement du territoire et peut-être repenser autour de facteurs importants comme l'énergie et comme l'eau, parce qu'ici on est en capacité de produire de l'énergie, le bois énergie, la biomasse naturelle, on prélève que la moitié de l'accroissement de la forêt annuelle dans des départements comme les nôtres, mais aussi du photovoltaïque. Le vent, c'est le vent de la colère plutôt chez nous, c'est plutôt compliqué, on veut garder nos paysages. Mais on a les barrages hydroélectriques, on a l'eau qui permet, et donc on a une capacité à pouvoir installer de l'industrie, des femmes et des hommes, et on a de l'eau, et donc je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faut repenser, parce que si demain on arrive à installer des entreprises dans nos territoires ruraux, l'industrie, comme c'était le cas à les générations précédentes, l'industrialisation de la France, elle s'est faite pas au milieu des villes, elle s'est faite sur les territoires et dans nos campagnes. Eh bien, si on arrive à reposer cette politique-là, eh bien, on arrivera à avoir des mobilités douces, à avoir du transport en commun, à avoir les mêmes aménités qu'en ville, et donc d'être dans un schéma écologique différent que le grand schéma qu'on veut bien nous imposer dans tous les médias et où la boboisation nous impose un certain nombre de choses. Donc on est des vrais écologistes ici. Ah oui. Et alors, quels pourraient être vos interlocuteurs dans ce cas-là? Parce que il va falloir s'adresser à qui? Mais je pense qu'on a besoin de changer le logiciel très haut, c'est-à-dire que la fonction publique aujourd'hui, où tous les hauts fonctionnaires qui nous dirigent ou qui conseillent, et on voit bien, le ministre de la Santé, par exemple, était un haut fonctionnaire, il a fait les nains comme les autres. On voit bien qu'on est dans l'entre-soi et donc il y a besoin de retrouver sur la place politique et dans le personnel politique des gens de terrain qui n'ont pas l'exclusivité du discours sur la métropolisation, c'est la seule solution, mais qui pensent à une France équilibrée. On a Gulli qui nous explique comment la France périphérique peut vivre. On a beaucoup de sociologues, de personnes aussi qui sont capables d'expliquer comment ça peut fonctionner. Nous, on est capable d'avoir des petits démonstrateurs ici et de faire voir comment ça fonctionne. Je pense qu'on peut penser à un autre aménagement du territoire, désemboliser les villes. Et je pense que l'arrivée de beaucoup de maires écologistes dans des grandes communes, dans des grandes métropoles, doit nous amener à faire un deal avec eux. Moi, j'essaie de discuter avec Pierre Urming sur Bordeaux pour lui dire, bon, ben voilà, nous, on est peut-être la capacité à vous désemboliser. Il faut pas recréer. L'université, on a la chance ici d'avoir des campus connectés qui font que les enfants qui veulent rester en Corrèze et se connecter à l'université peuvent le faire, et qu'on ait un prof dans un amphi qui soit reproduit dans 3 ou 4 autres, ou que l'on ait une des petites salles qui soit en Corrèze, ça change quoi? Ouais. Et nous, on est même prêt à payer les transports à ce moment-là pour les travaux dirigés, pour un certain nombre de choses. Et donc, ça permettrait de garder un aménagement du territoire comme il faut, c'est-à-dire ramener l'université aussi dans nos territoires ruraux. Enfin, il y a aujourd'hui toutes les technologies. Il manque une volonté politique parce qu'il y a une pensée unique qui est vers la métropolisation, vers ce qu'il faut manger, pas manger, on veut nous uniformiser avec
des bien-pensants qui aujourd'hui sont complètement à côté de la plaque, si vous voulez mon avis. Pascal Coste, président du conseil départemental. Nelly. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Pascal. Quand Pascal parlait tout à l'heure de l'urbanisme, notamment, on est en train d'étudier au niveau de notre territoire un plan local d'urbanisme et on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile pour les petites communes rurales parce que cette loi climat et résilience qui existe actuellement, eh bien, nous pénalise complètement. On ne pense pas au milieu rural qui va mourir, quoi. Si l'urbanisation pour nous, elle est complètement bloquée actuellement. Ben dites donc. Je crois que nous, on n'est pas là pour... on veut pas être des territoires de témoignage. On veut être des territoires de vie avec notre expression. Et il y a une chance extraordinaire. On sort dans cette partie-là du canton d'une fête. Vous avez Bransey, vous en avez parlé tout à l'heure, où la fanfare est là. Enfin, là, ça a permis la cave. C'est-à-dire qu'on est sur des actions collectives et que le modèle unique, il n'existe pas forcément. Mais les bases sont les mêmes. Et je pense que ce qui fera la ville de demain, c'est de reprendre les germes de ce qui fait un village. Un village, c'est que, on a un minimum d'éducation, on se dit bonjour, on sait qui on a à côté de chez nous, on cherche à se connaître, on a, je dirais, des lieux de vie. Les foyers ruraux, les salles polyvalentes, on dit mais comment on fait pour financer une salle polyvalente dans tous les villages, même celle dans 200 ? Ben oui, mais c'est le lieu de vie, c'est là qui permet d'avoir, vous parliez des petits-enfants, alors baptême ou pas baptême, mais les moments de rencontre de la vie familiale, parce que la famille évolue, hein, mais tous ces lieux de vie à la fois familiaux, mais aussi de la fête votive, de la chasse qui revient, des jeunes du foot, du rugby, enfin voilà, et donc... je pense que ça, c'est ce lien. Et dans nos quartiers prioritaires de la ville, si demain, qui sont en difficulté aujourd'hui, si on n'arrive pas à retrouver, au-delà des dealers, une conscience forte pour permettre justement à la vie associative, aux associations, de reposer, je dirais, un certain nombre de valeurs et transmettre aussi toutes ces valeurs-là, c'est pour ça qu'on a espoir dans notre pays. Mais il faut là aussi que nos plus hauts dirigeants, ils veulent bien s'abaisser à venir voir ce qui se passe là où ça marche. Merci. Vous avez entendu Paris ? À bientôt. 4 filles, 6 petits-enfants. C'est un boulot à plein temps, le plus beau rôle de ma vie. Et ça commence aujourd'hui. J'ai pas le rôle principal, c'est la vie. Et c'est normal. 1, 2, 3. Quand t'auras 10 ans, moi j'aurai 80 ans. Quand t'auras 20 ans, j'aurai 90 ans. Et pour fêter tes 30 ans, je t'offrirai mes 100 ans en chantant. Pas facile d'avoir 2 vies, il me faudrait 1 siècle et demi pour connaître ton mari, tes enfants et tes amis, pour que ta grand-mère adorée leur raconte mes 68. Notre histoire a commencé là, et puis j'ai fait du cinéma, de la radio, de la télé, mais on s'est jamais quitté. Faudra surtout parler d'elle, ta grand-mère est exceptionnelle. T'en fais pas, pépé, je serai toujours là pour parler de toi. T'en fais pas, mémé, je serai toujours là pour parler de toi. C'était Madame Frida, en fait, qui chante « T'en fais pas, bébé, je serai toujours là, 4 filles, 6 petits-enfants. » Donc j'ai des filles et des petits-enfants. Ben oui, j'ai raté l'heure. Je vous ai arrêté beaucoup trop tôt. Alors, dis-moi Antoine, à quelle heure est-ce qu'on doit arrêter ? On a encore une petite minute pour remercier déjà l'hôtel, le restaurant La Barbacane ici à Curmonte, la ville de Curmonte, de nous avoir accueillis dans cette 3e étape de Corrèze, et on va continuer la Corrèze encore demain. Ces 2 heures passées ensemble, on va remonter, là on était vraiment dans le sud de la Corrèze, pas très loin du Lot justement. On va remonter un petit peu, on va aller à Concèze, parce qu'il y avait une obligation à Concèze pour toi, Gérard. Oui, mais bon, c'est pas important, c'était de chanter, mais j'ai jamais chanté. Je fais des trucs que j'ai jamais fait, mais je trouve ça rigolo. Non, ce que je préfère faire en fait dans la vie en général et pour ces 3 semaines de radio entre guillemets sur Sud Radio, c'est écouter. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter. Quand on fait des films, par exemple au cinéma, les meilleurs acteurs, c'est ceux qui vous écoutent, ou actrices. Eh ben, il y en a pas beaucoup. En fait, les gens, moi, je suis pas journaliste, je suis rien du tout. Mais comme je dis, 4 filles, des petits enfants, j'ai une vie, quoi, avec Frida qui chante et tout. Et vous écoutez, j'écoute vraiment, quoi. Ça doit se voir quand même. Et je pense que tout ce que vous avez dit, tout ce que vous souhaitez,
ça peut arriver. Parce qu'en fait, il doit se passer quelque chose, à mon avis. Non? Ça, tout à fait. Et on vous remercie d'être à cette écoute, de faire parler aussi ces territoires, de pas avoir de choses tout établies. Donc, en fait, le message, c'est ayez la Corrèze en cathéter. C'est très bien. C'était les routes de l'été. Dans un instant, vous retrouverez les débats de l'été avec Thierry Stenner. Depuis le début de l'année, 32 personnes ont été tuées à Marseille sur fond de trafic de drogue. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.